Salut, je suis Tenchi, voici mon récapitulatif pour l'anime de 2023. La magie d'un réincarné devrait être spéciale. Si vous aimez mes récapitulatifs, merci de vous abonner. L'histoire commence juste après qu'une bataille ait eu lieu et de nombreuses victimes sont éparpillées sur le champ de bataille. Un monstre géant parcourt la terre et est rencontré par un groupe de guerriers. Comme la plupart des monstres, celui-ci est capable de parler sans bouger les lèvres et traite les humains devant lui de fous pour avoir pensé qu'il pouvait le vaincre. Nous apprenons que les mondes de l'ombre représentent la pire calamité que l'humanité ait jamais affrontée et qu'ils enveloppent progressivement le monde dans un brouillard noir. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce brouillard, mais la seule chose connue est qu'aucun être vivant ne peut survivre dans la terre qu'il souille. Il n'y a qu'une seule façon de sauver le monde, et c'est en conquérant les mondes de l'ombre. Un des héros dit courageusement au dragon nommé Boromir qu'il est temps de régler les choses une fois pour toutes. Ce type est assez confiant étant donné qu'il y a plein de héros morts autour, car il dit à Boromir qu'il sera celui qui le tuera et mettra fin à cet enfer maudit. Boromir est assez contrarié et ce gars qui souligne toujours l'évidence crie « Ça arrive ». Le « ça » dont il parle est le souffle de feu de Boromir, mais mon gars avec le bouclier géant est prêt. Avant que la boule de feu ne puisse l'atteindre, elle disparaît car nous voyons que notre protagoniste utilise un sort pour l'arrêter, enlevant ainsi au gars avec le bouclier sa seule occasion de faire quelque chose. Boromir prépare une autre attaque encore plus puissante, mais notre protagoniste puise au fond de lui et l'arrête aussi. Il s'appelle Dessar et déclare haut et fort que son analyse des motifs magiques est terminée. Il a scellé chaque sort draconien. Les humains passent à l'offensive, mais Boromir est insulté que les humains impudents pensent pouvoir lui faire obstacle. Il utilise sa queue pour attaquer cette fois, et le gars avec le bouclier a enfin sa chance de briller en bloquant l'attaque. Les guerriers sautent pour infliger des dégâts, et le mage le frappe aussi. Étant donné que c'est la bataille pour mettre fin à toutes les batailles, le mage décide d'utiliser jusqu'à la dernière parcelle de magie qu'il a pour renforcer leur guerrière. Dessar l'encourage avec son cri de guerre et elle porte le coup final massif. Boromir hurle de douleur, totalement incrédule que les choses se terminent ainsi. Tout le monde célèbre et le capitaine Obvious prend la parole à nouveau pour dire un seul mot, bien. Dessar est stupéfait par leur grande réussite et est heureux qu'ils puissent sortir de cet enfer. Quelque temps plus tard, le groupe célèbre, mais l'un d'eux fait remarquer qu'ils n'ont pas reçu le message des supérieurs et se demande s'ils ont vaincu la mauvaise cible. Monsieur énonce l'évident, dit que Boromir était certainement la bonne cible, mais les autres soulignent qu'ils seraient normalement renvoyés dans leur monde à ce stade. Dessar ne voit pas d'inconvénient à attendre un peu plus de temps puisque tout est terminé maintenant. Les esprits sont élevés, mais le mage gâche tout en soulignant que sur les 155 millions de personnes qui l'ont combattu, seulement 6 ont survécu. L'ambiance change radicalement alors que Dessar commence à réfléchir à tout ce que ce monde lui a pris, des camarades avec qui il s'est battu et des amis irremplaçables. Le hippie du groupe égaye les choses en soulignant qu'ils ont vaincu Boromir et essaie de changer de sujet. Le mage explique qu'ils ne peuvent pas détourner le regard de la réalité et que 99% des mages sont morts. Il veut penser à ce qui va venir, mais le hippie leur dit qu'ils devraient prier d'abord. Dessar calme tout le monde, alors le hippie religieux complimente simplement le gars au bouclier pour ses super compétences de blocage. Il est cependant trop humble et attribue tout le mérite à Dessar. Le mage s'émerveille de la façon dont Dessar a pu analyser et sceller les sorts de Boromir avec son cercle, car même lui n'a pas un tel pouvoir. Le mage souligne que même avec tout ce pouvoir, Dessar était complètement inconnu et il lui demande comment cela est possible. Dessar explique que c'est parce qu'il est juste un roturier. Le mage pense que c'est vraiment dommage, car s'il avait été à la tour de magie, il aurait fait de notre garçon une bête. Ils discutent ensuite de ce qu'ils feront en rentrant chez eux. Un gars veut visiter les maisons de ses amis décédés pour rendre leurs souvenirs à cause de quelque chose à propos de morts honorables. La hipster est apparemment l'être humain le plus pur qui soit, car elle veut juste retourner au royaume pour s'occuper des familles des victimes et construire un mémorial. Le mage veut trouver un moyen de prévenir la récurrence des mondes de l'ombre, car si un similaire apparaît, ce sera vraiment la fin de l'humanité. Le guerrier qui a réellement mis fin au combat ne dit pas un mot et ignore grossièrement la question. Les autres se demandent si Dessar retournera à l'Académie des Brillons et il pense à une fille qu'il a connue autrefois qui finirait par mourir au combat. Dessar déclare qu'il n'a pas encore décidé et qu'il veut juste rentrer chez lui d'abord. Juste à ce moment-là, ils sentent tous quelque chose et réalisent que ce n'est pas encore fini. Ils ne comprennent pas le pouvoir magique qu'ils ressentent et le mage est choqué car il est sûr qu'ils ont tué Boromir. Il réalise rapidement quelque chose cependant. Il explique qu'il a lu une fois que les cœurs de dragon ne pompent pas seulement le sang, ils stockent et circulent également de grandes quantités de mana. Quand le dragon meurt, le sang s'arrête et le mana stocké, n'ayant nulle part où aller, explose. Notre héros bouclier s'avance, obtenant une autre chance de se montrer utile et dit au mage qu'il aurait souhaité qu'il mentionne cette information plus tôt. Bien qu'il soit clairement responsable de littéralement tout,
Le mage a une excuse car c'est la première fois dans l'histoire que des humains ont vaincu un dragon. Le ciel se remplit de lumière émanant du cadavre rempli de mana, et Dessart est choqué lorsque son sort ne fonctionne pas. Le mage souligne que c'est sans espoir. Ils sont confrontés à une pure boule de pouvoir magique et même dans des conditions parfaites, ils ne pourraient pas l'arrêter. Tout le monde commence à se préparer à la fin de leur vie et Dessart se demande si c'est vraiment la fin. Sa vie depuis le début de l'épisode défile devant ses yeux et Dessart se retrouve complètement ailleurs. Il porte des vêtements normaux et ne comprend pas ce qui se passe. Il entend des applaudissements au loin et une femme souhaite la bienvenue à tous les nouveaux étudiants de l'académie Ébryon. Dessart se souvient d'elle comme étant le professeur Bergut et elle explique aux étudiants que tout le monde ne peut pas être inscrit. Au lieu de cela, ils passeront tous un test et seuls les 600 meilleurs seront acceptés. Dessart semble savoir exactement ce qu'elle va dire lorsqu'elle déclare avec stupeur que leur test consiste à nettoyer un monde de l'ombre. Les étudiants grognent de peur car c'est bien trop dangereux, mais Bergut leur dit de ne pas avoir peur. Le monde de l'ombre du test est un monde artificiel créé pour le test. Alors qu'elle parle, Dessart commence à réaliser quelque chose mais n'arrive pas à y croire. Bergut déclare ensuite qu'ils vont maintenant commencer l'examen d'entrée pour l'année 3613, confirmant ce que Dessart craignait. Il explique que la bataille contre Boromir a commencé en l'an 3616 et pendant les 10 années suivantes, ils ont combattu dans ce donjon et tout a été détruit. Il s'effondre en se demandant quel était le but de tout cela. D'une manière ou d'une autre, sans se pincer, Désir sait que ce n'est pas un rêve, car il se souvient clairement de tout. Juste à ce moment-là, une fille beaucoup trop en colère lui dit qu'elle le cherchait. Elle se présente comme Lidoria et dit à Désir qu'elle sera son mentor. Désir cherche dans sa mémoire et se souvient que Lidoria est un génie de la magie qui manie la magie du feu et elle a obtenu la première place dans le classement de l'académie. Elle est choquée d'apprendre que Désir est un roturier et souligne que même s'il réussit le test, il sera placé dans la classe bêta. Cette école semble vraiment axée sur la discrimination. Elle met les nobles dans la classe alpha et les roturiers dans la classe bêta. Même si tu as du talent, tu ne peux pas recevoir une éducation appropriée si tu es un roturier. Ils entrent à l'intérieur et Lidoria se demande pourquoi Désir n'est pas plus impressionné par l'école. Désir essaie de dire qu'il a déjà vu un bâtiment similaire, mais elle souligne qu'il n'existe pas d'installation comme celle-ci. Juste à ce moment-là, les deux sont rejoints par Elhaim, le mage de l'eau, et Désir se souvient que Lidaria ne s'entend pas avec lui. Les deux mages s'échangent des insultes pendant un moment. Elhaim se moque de sa petite taille, et Lidoria souligne à quel point il est agaçant. Lidoria lui rappelle qu'elle l'a battu dans un combat auparavant, mais il dit qu'il l'a juste laissé gagner. Elhaim est impressionné par les manières de Désir pour s'être assis tranquillement, mais il rit bien à ses dépens quand il découvre qu'il est un roturier. Il dit qu'il ne sera pas un concurrent pour lui et leur dit d'attendre le test avec impatience. Avant de partir, il donne un conseil à Désir. Il dit que même si Désir a de la chance et réussit le test, il finira dans la classe bêta, donc il ferait peut-être mieux de ne pas le passer. Juste à ce moment-là, les étudiants sont appelés pour commencer le test et nous voyons que Lidoria est très motivée et exige que Désir réussisse. Alors qu'il se dirige vers le test, Désir devient de plus en plus sûr qu'il est dans le passé. Étant donné cela, il regarde autour de lui et est soulagé de voir que quelqu'un n'est pas là. Cependant, à ce moment-là, une fille l'interpelle et lui demande d'arrêter de regarder autour de lui autant car il a l'air idiot. Désir est complètement incrédule de voir que c'est Romantica, la fille dont il avait des souvenirs. Désir n'a aucune idée de pourquoi cela s'est produit, mais il décide que la raison n'a pas d'importance. Il ne laissera pas une certaine tragédie se répéter et il jure de réécrire l'histoire du monde. Désir appelle son ami perdu de vue, mais c'est bien avant qu'ils ne se connaissent, alors Romantica demande au bizarre comment il connaît son nom. Désir explique qu'il a simplement vu son nom sur l'écran et qu'ils sont dans le même groupe de test. Elle lui souhaite bonne chance en partant, mais Désir ne peut s'empêcher de penser qu'elle n'a aucune idée à quel point il était dévasté de la perdre. Notre héros voyageur du temps se ressaisit cependant et promet de ne jamais la laisser traverser une telle épreuve à nouveau. Le premier test est une course au niveau débutant du monde de l'ombre. Les mondes de l'ombre à l'école sont sûrs car ils ne veulent pas être poursuivis par des parents comme Karen. Donc même si les étudiants subissent des dégâts, ils peuvent évacuer immédiatement. Désir est surpris qu'ils puissent encore subir des dégâts, et Elhaim arrive pour expliquer que l'utilisation de la magie et les attaques envers les participants sont autorisées. Ce type continue son arc de méchant en disant au duo qu'il sera impossible pour Désir de réussir le test. Elhaim présente ensuite la personne qu'il mentore, nommée Azest, une chevalière magique. Notre protagoniste voyageur dans le temps la connaît bien car elle est une chevalière magique de glace et une mage de haut cercle capable de manier la magie de vision, ce qui est impossible à inverser. Elle manie l'épée mieux que la plupart des chevaliers purs. Et elle finit par être son coéquipier le plus fiable. Lidoria et Elhaim se disputent un peu plus, mais ce type parvient toujours à avoir le dernier mot, laissant Lidoria furieuse.
Elle dit à Désir que ses chances contre un chevalier magique sont assez mauvaises, mais l'encourage à ne pas abandonner. Le groupe de Désir est appelé pour commencer le test, et ils entrent tous dans le monde des ombres. Ils viseront l'objectif juste devant eux, et seuls les 3 premiers réussiront le test. Ils sont autorisés à utiliser des attaques magiques, des interférences, et tous les autres moyens nécessaires pour gagner. Si un étudiant subit des dégâts fatals, il sera disqualifié. Désir devrait probablement se concentrer sur le test, mais il est trop distrait par Azeste. Elle était là dans le futur quand le monde a pris fin, alors il se demande si elle aussi est revenue dans ce monde avec des souvenirs du passé. Elle connaît étonnamment son nom, mais c'est seulement parce qu'elle a vérifié avant le test. Azeste ridiculise complètement notre garçon pour ses capacités physiques en dessous de la moyenne et lui dit sans pitié qu'il n'a pas d'avenir. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il a un problème aux yeux puisqu'il la fixe, mais elle le rassure en lui disant qu'il n'a rien à craindre car elle n'a aucun intérêt à attaquer les faibles. Elle n'est clairement pas amicale, donc Désir détermine qu'elle n'est pas sa coéquipière loyale du futur. La course commence et Azeste s'élance comme si elle avait volé quelque chose, laissant tout le monde dans sa poussière. Romantica suit, mais ralentit pour s'excuser auprès d'une petite boule de poil pour l'avoir heurtée. Désir commence à la complimenter en soulignant qu'elle doit encore aimer ce genre de choses, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il entend par encore et se demande s'il essaie maladroitement de la draguer. Elle est assez agacée par son comportement comme s'ils étaient amis et lui dit de se concentrer sur la course. Le dragueur ne peut pas s'en empêcher car elle lui a tellement manqué. Elle se met encore plus en colère en entendant ces mots, mais est choquée lorsque Désir la sauve d'une boule de feu aléatoire. Un type est assez contrarié que Désir s'immisce dans son attaque contre Romantica et utilise sa baguette de feu pour attaquer. Cependant, Romantica peut se défendre et élimine cet imbécile. Son nom est Eggs et sa disqualification est annoncée à tout le monde. Romantica remercie Désir de l'avoir sauvé, mais est instantanément agacé à nouveau par son air idiot. Ils sont tous les deux assez loin derrière, alors Romantica décide de lui montrer ses véritables capacités en utilisant son sort Aerosweep. Ailleurs, des supérieurs disent à Jésus avec une queue de cheval que tout se passe bien. Ils sont particulièrement étonnés d'avoir un chevalier magique participant cette année et s'émerveillent de la façon dont elle se comporte. Ils rient tous de bon cœur quand quelqu'un fait remarquer qu'un faible roturier est dans le même groupe que le grand chevalier magique. Ils plaignent tous le pauvre gamin, mais une fille semble savoir quelque chose alors qu'elle fixe Désir avec insistance. Un gars qui suit Azeste est convaincu qu'il lui suffira de continuer à la suivre pour réussir. Mais il est ensuite choqué par le vent puissant de Romantica. Ce n'est pas assez fort pour l'emporter, mais il peut à peine bouger. Juste à ce moment-là, il est choqué car Azeste tranche facilement à travers le vent. Cet idiot absolu passe beaucoup trop de temps à baver sur cette fille et finit par recevoir un câlin de mère nature grâce à un arbre géant. Il y avait un autre gars à côté de lui qui a également été éliminé, donc il ne reste plus que 3 participants. Romantica sourit, car cela signifie qu'ils vont tous réussir, mais cette fille est prête à en découdre et dit à Désir d'abandonner. Désir se demande pourquoi et sa raison est simple, son visage horriblement stupide. Elle se félicite d'avoir prévenu Désir pour qu'il ne se blesse pas et lui donne une dernière chance d'abandonner. Romantica s'attend à sa reddition mais est choquée lorsqu'il refuse. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne veuille pas abandonner même après avoir vu sa magie et se met en colère lorsque Désir sourit à nouveau. Elle en a assez de ce type agaçant et promet de le blesser si fort qu'il pensera qu'il va mourir. Elle déclenche son puissant coup de vent et dit « à plus tard » au crétin. Elle est stupéfaite cependant lorsque Désir complimente son attaque et qu'elle voit qu'il est totalement indemne. Notre garçon est fou car non seulement il a survécu, mais il souligne maintenant comment elle a priorisé la vitesse dans son attaque et c'est pourquoi son contrôle est si faible. Ne se souciant manifestement pas de combien il l'agace, Désir recommande un léger ajustement à son attaque et elle explose complètement. Romantica prépare une autre attaque qu'elle garantit ne pas manquer et déchaîne son vent venimeux. Désir commence vraiment à se vanter maintenant car il fait cette chose où il explique ce qu'il fait en le faisant. Il change simplement un peu les courants d'air et force son attaque à manquer. Elle est choquée de le voir utiliser un sort inverse car normalement quelqu'un doit être à un niveau beaucoup plus élevé ou un cercle comme il l'appelle pour pouvoir utiliser un sort inverse. Cela devrait être impossible pour Désir de faire. Puisqu'il est du cercle le plus bas, alors elle décide de le tester à nouveau. Désir fait simplement exploser son attaque cette fois, et Romantica commence à perdre la tête en se demandant si cela signifie que ses compétences sont supérieures aux siennes. La situation s'est complètement inversée maintenant, alors que notre garçon dit avec confiance qu'il devrait en finir maintenant. Il y a d'autres personnes qu'il doit vaincre, donc il ne peut pas rester longtemps. Il s'approche trop près pour être à l'aise, alors Romantica teste pour voir s'il peut inverser tout un tas de sorts cette fois. Désir les arrête facilement tous et pense à quel point Romantica est très puissante, mais pas assez. Cela ne suffira pas car à ce rythme, ils répéteront simplement le même avenir où elle a rencontré sa fin. Il est déterminé à la rendre plus forte, c'est pourquoi il doit être celui qui gagne maintenant. Désir affirme sa domination comme un chef et dit à Romantica qu'inverser des sorts n'est pas la seule chose qu'il peut faire. Elle est surprise de le voir utiliser un sort basique qui efface la friction et se demande pourquoi il ferait cela.
Désir révèle alors avec stupeur qu'elle n'est en fait pas celle contre qui il se bat depuis tout ce temps. La dernière chose qu'il lui dit, c'est qu'ils ne sont pas testés sur leurs compétences magiques, mais sur qui peut atteindre l'objectif. Les choses commencent à devenir très claires lorsque Désir explique que même s'ils reçoivent des dommages fatals là-bas, ils ne mourront pas. Romantica commence à réaliser ce que cet homme absolument génial prévoit de faire, mais souligne que même s'il ne mourra pas, il subira quand même des dommages. Notre garçon n'a pas peur des dégâts et utilise un sort de feu pour se propulser à la vitesse de la lumière. Romantica pense qu'il est peut-être fou, mais c'est vraiment juste le roi du charme en action. Près du but, Azès profite d'une avance confortable, mais peut instantanément dire que Désir la dépassera bientôt. Elle n'a aucune idée de comment il a vaincu Romantica, mais décide qu'elle devra le vaincre de toutes ses forces. Elle prépare une attaque immense. Alors notre garçon effectue une analyse sur chaque sort de lien qu'elle utilise. Cela lui permet d'obtenir le contrôle de toute l'attaque, mais Azès réalise qu'il les inverse et décide qu'elle devra terminer le combat avant qu'il ne les prenne tous. Elle attaque instantanément avec ceux qui n'ont pas été pris, mais Désir parvient à altérer leur trajectoire. Azès voit qu'il vient d'esquiver le coup fatal et détermine qu'elle ne lui laissera pas le temps d'inverser son sort. Elle combine ses sorts pour sa prochaine attaque et Désir convient qu'elle prend la bonne décision. Malheureusement pour elle, notre garçon est une bête et ajuste la trajectoire de l'attaque en plein vol. Elle est alors choquée lorsqu'il utilise le recul de l'attaque combiné à son absence de friction pour se relancer. Azès prépare une attaque, mais Désir explique qu'elle est trop obsédée par l'idée de le vaincre et il passe juste à côté d'elle. Désir est annoncé comme le gagnant, mais cela ne signifie pratiquement rien pour lui. Notre voyageur temporel regarde ses amis et ne peut s'empêcher de penser qu'ils doivent tous, y compris lui-même, devenir plus forts. C'est la seule façon pour eux de surmonter la tragédie. Ailleurs, nous voyons qu'un gars portant une bague assez ridicule vient de vaincre un groupe d'étudiants et est annoncé comme le vainqueur du groupe F. Il s'appelle Dante et il fixe la file de notre garçon tout en lui adressant un sourire inquiétant. Ailleurs, les responsables de l'école discutent du fait que, comme prévu, il n'y aura encore une fois aucun roturier dans la classe alpha cette année. Tous ces gens discriminent assez durement contre les roturiers, car ils disent que la classe alpha est uniquement pour former les élus et que les roturiers devraient simplement être heureux de pouvoir s'inscrire à l'académie Ébryon. Le vieil homme en chef, qui semble ne s'être jamais rasé de sa vie, les fait taire et révèle qu'il y a eu une recommandation pour qu'un certain étudiant soit placé dans la classe alpha. C'était le professeur Bridget, et elle recommande avec assurance Désir. Plus tard, les étudiants vérifient dans quelle classe ils ont été placés, et Désir voit qu'il est en bêta. Cependant, ce qui le préoccupe vraiment, c'est Romantica, car elle est complètement choquée. Quelques instants plus tard, nous voyons que Romantica est assez déprimée par son environnement délabré. Le professeur explique que les compétences des mages sont classées en cercles. Le cercle le plus bas est 1, et le cercle le plus élevé est 7. Pour être dans la classe alpha, un étudiant doit être au moins au cercle 2. Tous les étudiants de cette classe sont au plus bas, au cercle Int. Et leurs compétences ne sont pas assez bonnes pour les vrais mondes de l'ombre. Romantica pense qu'être dans la classe bêta est déjà assez mauvais, mais les choses sont encore pires parce qu'elle est dans la même classe que Désir, qui l'irrite au plus haut point. Elle se demande pourquoi Désir est même là, puisqu'il a battu le chevalier magique, et elle est exaspérée quand il continue simplement à sourire. Nous voyons ensuite que Bridget n'a pas réussi à convaincre les autres professeurs d'accepter que Désir soit mis dans la classe alpha. Ils sont tous nobles, donc ils s'opposent fermement à l'idée. Désir est furieux, non seulement pour lui-même, mais pour tous les talentueux roturiers qui sont ignorés à cause de la discrimination. Désir décide qu'il doit éveiller autant de talents que possible, quoi qu'il en coûte. Plus tard, Romantica continue de faire sa déprimée et ce type, Dante, l'approche. Il est dans la classe alpha et prévoit de rejoindre Blue Moon, le meilleur groupe de l'académie, composé des meilleurs élèves de la classe alpha. Ce type arrogant est venu inviter la fille de notre ami à rejoindre également, car elle a d'excellentes compétences et une lignée parfaite. Romantica sait qu'elle doit dire oui, car cela lui permettra aussi d'entrer dans la classe alpha, mais ensuite ce gars lui dit qu'elle devra sortir avec lui. Elle souligne que c'est leur première rencontre, mais ce beau parleur lui dit que c'était le coup de foudre. Romantica a besoin de temps pour réfléchir, mais ce type insistant lui offre un cadeau qui, dans sa ville natale, est donné à quelqu'un dont ils sont amoureux. Romantica peut à peine parler après cette démonstration de charme, et est choquée lorsque Désir apparaît derrière elle. Désir explique qu'il est là pour lui faire la même offre, mais elle refuse de sortir avec lui. Désir clarifie les choses en précisant qu'il voulait en fait qu'elle rejoigne son groupe. Il est assez clair qu'elle va choisir le meilleur groupe de l'école plutôt que le sien, mais Désir pense que c'était la plus grande erreur qu'elle ait jamais faite à l'avenir. Elle dit à notre garçon de déguerpir, alors il lui laisse une lettre à lire quand personne n'est là. Romantica se moque de lui en disant qu'il a probablement écrit des choses embarrassantes dedans, mais il lui dit de s'en débarrasser après l'avoir lu car c'est pour son bien. Une lecture rapide efface le sourire suffisant de son visage et elle devient furieuse. Et Désir, qui est parti depuis longtemps à ce moment-là, savait qu'il allait la provoquer. Désir aperçoit alors un gamin aux cheveux bleus nommé Pram et il est heureux de l'avoir enfin trouvé. Désir explique que parmi les guerriers qui ont participé à la bataille avant son voyage dans le temps, Pram était l'un des épéistes les plus rapides.
Il était le plus fort dans une chronologie où il avait à peine reçu de formation, donc Désir ne peut pas imaginer à quel point Pram peut devenir plus fort s'il reçoit un peu d'entraînement cette fois-ci. Juste à ce moment-là, Romantica arrive, contrarié que Désir semble connaître un secret à son sujet, mais il lui dit de se taire pour regarder un entraînement. Romantica n'en revient pas de voir à quel point Pram est adorable et veut le posséder comme un animal de compagnie ou quelque chose du genre. Pram choisit une arme qui choque notre duo car il se demande s'il peut vraiment manier une grande épée. Pram se présente correctement, mais son adversaire refuse de parler à la racaille de la classe bêta. Le combat d'entraînement commence et l'homme à la coupe mulet est instantanément surpris par les capacités de Pram. Romantica pense que Pram est plutôt fort. Mais Désir sait qu'il ne fait que brandir son épée à l'aveuglette. Monsieur Business in the Front, parti in the back riposte avec une attaque implacable, mais Désir sait et anticipe une contre-attaque de Pram. Désir voit que Pram va trop tôt alors que le mulet roux esquive et finit par le contrer à la place. Le roux nommé Percival est annoncé vainqueur, mais il n'est pas satisfait de cela. Il commence à s'acharner sur le pauvre gamin, tandis que l'arbitre inutile regarde simplement, alors Désir intervient. Il fait remarquer que le match est terminé. Mais le rouquin le menace aussi. Désir a la langue bien pendue en demandant à Percival s'il est contrarié parce que l'attaque de Pram l'a trop blessé ou s'il est juste jaloux de quelqu'un de plus talentueux que lui. Désir parvient à appuyer sur tous les boutons de ce type, le poussant à attaquer hors de contrôle, mais Désir le bloque avec son bras. Désir lui rappelle une fois de plus qu'il a gagné le combat, mais lui demande effrayamment ce qu'il pourrait vouloir d'autre. Percival s'en va, mais dit à Désir qu'il se souviendra de son visage. Pram le soigne, et Désir explique qu'il a utilisé la magie pour bloquer l'épée afin qu'elle ne fasse pas trop de dégâts. Pram s'excuse, mais Désir explique que c'est lui qui a choisi d'intervenir. Pram fait remarquer que Désir a maintenant un ennemi dans la classe alpha à cause de lui, mais encore une fois, Désir dit que ça va et qu'il doit dire à Romantica de se calmer parce que cette fille est beaucoup trop obsédée par l'adorabilité de Pram. Pram remercie Désir de l'avoir sauvé et promet de lui rendre l'appareil. Désir emmène ensuite Romantica quelque part où ils peuvent parler en privé et il doit la calmer en disant qu'il n'a pas dit un mot à qui que ce soit sur ce qu'il sait. Cependant, il révèle que les professeurs sont au courant, c'est pourquoi elle a été rétrogradée en classe bêta, même si elle est une noble avec des compétences incroyables. Désir dévoile ensuite tout, car il sait que Romantica a du sang de roturier et que ses parents ont en fait simplement acheté le titre de noble. Les professeurs le savaient et la considèrent juste comme un autre déchet de roturier. Romantica est certaine que Dante la protégera si elle rejoint leur groupe, mais il lui rappelle comment Dante a qualifié les roturiers de vie misérable et sale. Désir lui recommande de rejoindre plutôt son groupe et elle devient furieuse. Elle pense qu'il révélera son secret à tout le monde si elle ne rejoint pas et souligne qu'il est une personne terrible pour la faire chanter. Notre garçon n'est pas un déchet cependant, car il ne ferait jamais cela, et il dit simplement que si elle ne rejoint pas, alors il devra simplement commencer son groupe avec Pram seul. L'imagination de Romantica s'emballe avec des pensées du gamin adorable, mais elle lutte toujours avec sa décision. Elle pense toujours que Désir est assez louche de sourire tout le temps et de connaître son secret. Il a agi de manière très imprudente pendant le test et a réussi à vaincre le chevalier magique. En plus de tout cela, il est capable d'utiliser le sort inverse même s'il est au cercle le plus bas. Après y avoir réfléchi, elle décide de rejoindre son groupe, mais surtout pour découvrir son secret. Romantica déteste toujours son sourire de tout son être, mais les deux se serrent la main sur leur accord. Nous voyons ensuite Pram examiner attentivement une épée à l'apparence étrange. Sa mère lui a remis l'épée que son père lui avait laissée et a expliqué que tant que l'épée brillait, cela signifiait que son père penserait à eux pour toujours. Mais dès que ce pauvre enfant l'a touchée, elle s'est brisée en morceaux. Heureusement pour lui, cette partie n'était qu'un rêve. Plus tard, le nouveau trio se rend voir Bridget pour demander à former un groupe. Il profite de quelques collations, mais il est bientôt temps de passer aux choses sérieuses. Cette fille interroge Désir sur les raisons pour lesquelles il veut former un groupe, alors il explique simplement qu'il prévoit d'être promu à la classe alpha en gagnant le tournoi de classement. Bridget souligne à quel point c'est difficile, mais Désir en est déjà bien conscient. Elle explique que le tournoi de classement est un examen pour déterminer les rangs des étudiants dans chaque classe. Elle est menée avec les classes alpha et bêta ensemble, et l'éligibilité pour participer nécessite un groupe de 3 à 6 membres. L'examen prend la forme d'une bataille entre 2 groupes, et les rangs du groupe gagnant augmentent. Cela ne signifie pas que les groupes avec plus de membres ont un avantage car les réalisations individuelles sont évaluées. Il y a de nombreuses façons de gagner des rangs puisque la clé est de savoir combien un étudiant a contribué à la victoire de son groupe. L'objectif du tournoi de classement est d'évaluer les diverses compétences des étudiants. Les parties gagnantes participeront aux rondes finales qui se déroulent dans un monde de l'ombre. Ceux qui se classent parmi les 9 premiers reçoivent le titre de Single Rankers. Les Single Rankers peuvent passer de la classe bêta à la classe alpha. Cependant, personne n'a jamais été promu auparavant. Cela ne surprend pas Romantica puisque les alphas ont un tel avantage et elle est certaine que ce sera un tournoi à sens unique. Bridget explique que c'est pratiquement impossible, mais Désir choque tout le monde en disant que c'est pour cela que ça vaut la peine d'essayer.
Les professeurs pensent tous que les bêtas ne valent pas la peine d'être enseignés parce qu'ils n'ont aucun talent, donc si les 3 membres de leur groupe peuvent devenir des single rankers, cela prouverait que les professeurs ont tort. Bridget espère qu'ils pourront renverser le système horriblement préjudiciable de l'école et demande à Romantica et Pram s'ils sont certains de vouloir rejoindre le groupe de Désir. Ils le font, donc ensuite les 3 passent devant une incroyable installation d'entraînement de pointe. Malheureusement, c'est seulement pour les étudiants alpha, alors ils se dirigent vers l'installation d'entraînement des étudiants bêta. C'est juste une salle normale. En fait, c'est pire que ça puisqu'elle est pratiquement en ruine, couverte de poussière avec le sol qui grince, mais notre protagoniste toujours positif est sûr qu'ils finiront par s'y habituer. Malheureusement, ils découvrent qu'ils ont une tonne de colocataires, alors que des centaines de rats retournent dans leur trou. Le plan de Désir est de nettoyer la décharge, mais Romantica n'est pas fan des rats. Désir dit qu'il s'en occupera, alors Romantica l'admire pour aller chercher une autre pièce, mais il révèle que sa vraie solution est simplement de boucher les trous des rats. Ils n'ont pas d'autre choix, alors ils nettoient simplement l'endroit. Ils font un travail incroyable et Romantica est bouleversé. Désir dit qu'il est temps de partir, alors Romantica suppose qu'il veut dire rentrer à la maison pour se laver, mais il veut en fait commencer l'entraînement. Elle regrette instantanément d'avoir rejoint son groupe, mais se souvient de ses objectifs. Elle se dirige vers la porte, mais Désir lui fait remarquer que la salle d'entraînement est dans l'autre direction. L'entraînement commence avec Désir qui entraîne Romantica à améliorer la précision de sa magie. Elle explique qu'elle a déjà ça dans la poche en montrant ses compétences en lançant plusieurs attaques de vent directement sur la cible. Elle est assez fière d'elle, mais Désir veut qu'elle fasse en sorte que toutes les attaques touchent le centre. Elle pense que c'est impossible, mais il explique que c'est la seule façon de battre les alphas. Il est convaincu qu'elle peut le faire et se souvient de l'avenir où elle l'a prouvé au combat. Désir la provoque en disant qu'elle pourrait continuer à nettoyer si elle le souhaite, alors elle se motive pour effacer ce sourire de son visage arrogant. Pour l'aider dans son entraînement, Désir lui demande d'essayer de mettre une balle dans un cercle et il doit dire à cette fille un peu bête qu'elle ne peut pas simplement la lancer. Elle est censée manipuler le courant d'air autour de la balle pour la déplacer. La magie du vent est sa spécialité, alors il lui rappelle simplement de la visualiser. Elle le fait et Désir est étonné qu'elle ait réussi à déplacer la balle dès son premier essai. Il l'encourage à continuer et elle est juste contente d'avoir reçu un compliment. Pram est impatient d'apprendre l'art de l'épée, mais Désir révèle qu'il n'a rien à lui enseigner. De manière choquante, Désir dit que Pram a perfectionné son art en tant que maître d'épée et qu'il devrait être assez fort pour gagner le tournoi de classement tel qu'il est maintenant. Pram est sûr que ce n'est pas vrai, surtout juste après que Désir ait dû le sauver, mais Désir connaît le véritable potentiel de Pram. L'incroyable démonstration de force de Pram dans le futur est quelque chose que Désir n'oubliera jamais. Il souligne que Pram devrait utiliser une épée beaucoup plus légère, spécifiquement une rapière. Pram est visiblement contrarié et hésite à dire à Désir pourquoi il n'utilise pas l'épée plus idéale pour son style. Désir souligne que cela concerne la force de leur groupe, alors Pram lui demande de l'accompagner quelque part. Il quitte Romantica, mais elle se débrouille très bien toute seule. Ils arrivent dans la chambre de Pram, où il révèle qu'il n'a aucune idée de l'apparence de son père, car son père est parti chercher du lait il y a longtemps. Sa mère était une roturière et son père un noble. La seule chose que son père a laissée derrière lui est une épée rapière. Quand Désir voit l'épée, il n'a aucun doute dans son esprit que c'est celle que Pram utilisait dans le futur. Elle est incroyablement légère et Pram explique qu'après avoir appris que son père la lui avait laissée, il a immédiatement commencé sur la voie de l'épée. De cette façon, quand il verrait finalement son père, il serait un fils respectable, digne de manier l'épée. Un jour, sa mère était sur son lit de mort et a dit à Pram de ne jamais essayer de voir son père puisqu'il vit dans un monde complètement différent du leur. Elle n'a même jamais dit à Pram le nom de son père. Dans ce monde, avoir un enfant qui est un roturier est une honte pour un noble. Si Pram avait rendu visite à son père, il ne serait pas en vie aujourd'hui, donc sa mère le protégeait simplement. Pram explique qu'il voulait toujours désespérément trouver son père, alors il a rejoint l'académie Ébryon dans l'espoir d'obtenir quelques indices. Il explique qu'il a fait expertiser l'épée pour l'aider à trouver son père, mais il devient furieux et révèle qu'on lui a dit que l'épée n'a absolument aucune valeur. Ce n'était pas quelque chose digne d'un noble. Pram s'effondre car il pensait que son père l'aimait et c'est pourquoi il avait laissé l'épée, mais ce n'est clairement pas le cas, alors Pram refuse d'utiliser cette épée à nouveau. Le lendemain, tout le monde travaille dur à s'entraîner. Romantica laisse facilement tomber la balle dans le cercle et est fière de l'avoir maîtrisée en seulement 3 jours. Désir ne tarde pas à gâcher sa fête en soulignant que la balle ne reste pas dans le cercle. Désir la regarde étrangement en pensant au cadeau qu'elle a reçu et a une idée. Il demande à Pram de lui montrer l'épée rapière, mais Pram dit qu'il ne se soucie plus de cette épée et qu'il ne peut donc pas la lui montrer. Désir le supplie, mais Pram dit, à la surprise générale, que la raison pour laquelle il ne peut pas la lui montrer est qu'il l'a vendue. On aperçoit alors rapidement une boutique où quelques types menaçants sont en possession de l'épée de Pram. Ensuite, Désir et Pram vont récupérer son épée, et Désir est étonné de voir que tout est exactement comme il se souvient. Ils arrivent dans la ruelle louche qui mène au prêteur sur gage et s'y rendent prudemment. Un panneau à l'entrée du magasin explique qu'il n'y a pas de remboursement pour quelque raison que ce soit et Désir se demande comment ces gars peuvent être aussi obsédés par l'argent. Pram dit à Désir qu'il ne veut plus jamais tenir cette épée, mais Désir lui demande de lui donner une chance. Ils entrent enfin dans le magasin où ils sont accueillis par un géant sous stéroïdes.
ce qui fait se demander à Désir pourquoi l'endroit est si bien gardé. Désir explique au propriétaire du magasin, nommé Woo-Ju Ken, qu'ils sont là pour acheter le fleuret que Pram a vendu. Woo-Ju Ken souligne qu'ils ont une politique de non-remboursement, mais Désir dit à cet idiot que c'est pourquoi il a dit qu'il allait l'acheter. L'homme réitère que le fleuret n'a aucune valeur en tant qu'épée, mais surprend Pram en révélant qu'il savait que quelque chose clochait parce qu'il était si léger. Woo-Ju Ken a une idée de ce que cela pourrait vraiment être, et Désir montre son génie car il le sait déjà. Ça s'appelle un Kemovin, et il a vu quelque chose de similaire quand ce type avec des boucles d'oreilles a offert un cadeau à sa copine. C'est utilisé par la noblesse pour offrir un cadeau à la personne qu'ils aiment, comme une boîte. Malheureusement pour ce gars, il n'a pas réussi à l'ouvrir. Woo-Ju Ken révèle alors, à la surprise générale, que cela leur coûtera 40 pièces d'argent, mais Pram est furieux car il ne l'a vendu à l'homme que pour 3 pièces d'argent la veille. En plus de cela, il ne lui a même pas dit que c'était un Kemovin. Ce type sournois souligne que Pram lui a seulement demandé de l'évaluer en tant qu'épée, donc il l'a fait, et elle ne valait que 3 pièces d'argent en tant qu'épée. Cependant, maintenant il la vend comme un Kemovin, et sa valeur est maintenant de 40 pièces d'argent. Pram pense que ce type est juste un sale escroc, mais Désir comprend que c'est juste du business et paie les 40 pièces d'argent. Le gars se demande s'il aurait dû demander plus, mais Désir explique que c'est le maximum qu'il est prêt à payer. Woo-Ju Ken lui dit que le regarder ne servira à rien et qu'un amateur comme lui ne pourra pas l'ouvrir. Cet imbécile n'a aucune idée qu'il parle au protagoniste, et nous voyons que Désir utilise sa magie unique pour lire des écritures cachées. Désir exhorte alors le Pram hésitant à prendre l'épée et révèle qu'il y a une rainure sur la poignée. En appuyant sur cette rainure tout en retirant la lame, on découvre qu'il y a une autre lame en dessous. Tout le monde dans la pièce est choqué car cette lame n'est ni en fer ni en argent. Pram n'a jamais vu un métal qui brille ainsi, et Désir explique que la lame est faite de blyercum. C'est plus dur que l'acier et plus léger qu'une plume. C'est un métal utilisé uniquement dans les armes de la plus haute qualité, et Désir est plus certain que jamais que c'était l'arme que Pram utilisait dans le futur. Ils se préparent à partir, mais le géant Behemoth leur barre la route. Dosir demande gentiment à l'homme de déplacer la montagne de muscles, mais Woo-Ju Ken ne le fera que s'il laisse l'épée. Désir lui rappelle qu'ils avaient un accord commercial, mais Woo-Ju Ken est un propriétaire de boutique véreux et lui dit que si l'épée est vraiment faite de blyercum, alors cela change tout. Désir souligne à quel point le type est hypocrite, mais cela ne fait que pousser le géant à les menacer s'il ne laisse pas l'épée. Désir refuse simplement et esquive facilement l'attaque du colosse. Woo-Ju Ken exige qu'il les achève déjà, mais le géant est choqué de voir que Pram a avancé. Pram déteste en fait se battre, mais il est clair que ce type a l'intention de nuire à Désir, alors il décide de ne pas se retenir. Pram est embarrassé après que Désir lui rappelle qu'il avait dit qu'il ne toucherait plus jamais l'épée, mais Désir plaisantait simplement avec lui et l'encourage à montrer de quoi il est capable. Désir est certain que cette épée est parfaite pour le style de Pram, mais il est inquiet car les attaques du géant peuvent être fatales si elles touchent. Pram est encore assez inexpérimenté à ce stade, donc il n'est pas sûr de pouvoir gagner. Cependant, tout le monde dans la pièce est choqué lorsque Pram commence à briller et son adversaire est excité par la détermination dans ses yeux. Il essaie d'attaquer, mais Pram contre et esquive instantanément, rendant très clair que Pram était rapide. Pram le démontre encore plus car le gars peut à peine le voir. Pram porte une tonne de coups, mais ce ne sont que des coupures superficielles, et Désir se demande s'il a du mal à évaluer ses attaques avec le fleuret. Le grand gars s'habitue cependant à la vitesse de Pram, donc si le combat s'éternise, Pram sera en grand désavantage. Pram tente d'attaquer les points vitaux du gars, mais le géant s'y attendait évidemment. Les choses commencent à mal tourner, mais Désir dit à Pram de croire en son père. C'est à ce moment-là que Pram remarque l'écriture sur l'épée et est inspiré. Il n'est pas sûr de savoir comment Désir a pu savoir tout cela, mais cela n'a pas d'importance. Il est simplement déterminé à apporter une victoire à Désir pour avoir cru en lui. Pram lance une attaque, mais Désir crie de choc car le géant l'avait anticipé. Pram montre qu'il ne faut pas douter de lui en tranchant l'épée du colosse et en l'assommant. Pram attribue à l'épée la seule raison pour laquelle il est en vie et dit que c'est grâce à son père. Ils se préparent à partir, mais Wu Chen explique que la porte ne peut être ouverte que par le type qui est inconscient sur le sol. Il exige qu'il laisse l'épée, mais est choqué lorsque Pram se fraye un chemin en tranchant. Sur le chemin du retour, il s'arrête pour manger quelque chose, et Pram remercie Désir pour tout ce qu'il a fait pour lui. Désir dit que ce n'est pas un problème et qu'il est naturel d'aider un ami quand il est en difficulté. Pram s'effondre et notre protagoniste idiot se demande s'il a acheté le mauvais type de nourriture. Pram explique en fait qu'il pleure parce qu'il était si perdu et désespéré auparavant. Maintenant, les choses vont beaucoup mieux et il a même quelqu'un qui le considère comme un ami. Il est juste vraiment heureux et remercie ses deux parents car il prévoit de suivre les paroles que son père a laissées. Nous voyons ensuite que son père a écrit les mots pour que mon oisillon ne perde pas son chemin sur l'épée. De retour à l'école, Romantica continue de s'entraîner très dur
et montre sa maîtrise du ballon en réussissant maintenant à l'arrêter au centre du cercle. Elle célèbre, mais se rend vite compte qu'elle est seule. Elle essaie le défi que Dessert lui avait donné à l'origine et est ravie lorsqu'elle parvient à faire atterrir chaque projectile d'attaque de vent au centre de la cible. Ensuite, elle attend de rencontrer Dante et surprend des gens en train de la discriminer parce qu'elle est dans la classe bêta. Une fois qu'elle le rencontre, elle dévore un repas délicieux et Dante attend avec impatience d'entendre sa décision concernant son intégration à son groupe. Avant qu'elle ne puisse même répondre, il suppose qu'elle a accepté et il se prépare à l'emmener rencontrer les autres membres de Blue Moon. Bien sûr, il est incroyablement choqué quand elle lui rend le cadeau qu'il lui a offert, à tel point que son petit cerveau ne peut même pas comprendre ce qui se passe. Romantica lui dit que ce n'est pas seulement qu'elle ne veut pas sortir avec lui, c'est aussi parce qu'elle vient de rejoindre un groupe dans la classe bêta. Ce type est dans un déni total car il pense qu'elle plaisante, mais elle est très sérieuse. Romantica explique qu'elle n'aimait pas le groupe au début, mais que cela a complètement changé. Le chef l'entraîne et améliore ses compétences. Elle lui rappelle comment il a traité les roturiers de déchets plus tôt, et il ne retire pas sa déclaration. En fait, il insiste encore plus. Romantica révèle qu'elle était autrefois une roturière, ce qui le fait presque avoir un anévrisme, et il pense encore une fois qu'elle plaisante. Elle est, encore une fois, très sérieuse, mais elle dit que tout va bien maintenant puisqu'elle a des gens dans sa vie qui ne la regarderont pas comme il vient de le faire. Ce gars comprend enfin le message et lui dit que s'il avait su qu'elle était une roturière, il ne l'aurait jamais invitée. Leur conversation est terminée, mais Romantica a une dernière chose à dire. Elle révèle que son groupe prévoit de passer à la classe Alpha et que cela fait d'eux des ennemis. Cela rend Dante furieux, alors il déclare qu'il va tous les écraser. Romantica le prévient simplement de ne pas les sous-estimer et s'en va. Cela le met en rage plus que vous ne pouvez l'imaginer, au point qu'il semble sur le point de faire une crise cardiaque. Nous découvrons ensuite la raison de sa colère lorsqu'un flashback montre un groupe de roturiers en colère détruisant sa maison et exigeant l'exécution de son père. Dante est tellement en colère qu'il se fait saigner et jure d'écraser les roturiers immondes. Quelque temps plus tard, l'équipe de Dessert entre dans le tournoi de classement et ils sont dans le tour de qualification. Romantica écrase un groupe de 5 personnes avec son attaque de vent et leur victoire les fait monter dans le classement. Pram fait sa part contre une autre équipe et il monte encore plus. Dessert est le prochain à montrer ce qu'il peut faire alors que notre garçon ne bouge même pas d'un pouce tout en arrêtant chaque attaque de l'ennemi. Les deux autres finissent cette équipe et nos héros atteignent le top 30, ce qui signifie qu'il est temps que le vrai jeu commence. Bridget est contente de voir qu'ils sont arrivés si loin, mais elle est inquiète car ils auront maintenant une énorme cible sur le dos. Ailleurs, l'instructeur en charge du groupe Blue Moon est furieux lorsqu'il lit un article sur l'équipe de Dessert. L'article souligne que l'équipe composée d'élèves de la classe bêta a atteint la 30e place et se demande si elle sera la première à être promue en alpha. Ce type refuse avec colère de les laisser rester dans leur précieuse classe alpha, mais il se calme. Il explique aux étudiants de Blue Moon que bien qu'ils ne soient encore qu'en première année, c'est leur responsabilité de maintenir la fierté et la tradition de la classe alpha. Pour cette raison, lors de la dernière manche du tournoi, ce psychopathe veut qu'ils utilisent tous les moyens nécessaires pour éliminer l'équipe de Dessert. Il précise très clairement qu'ils ne peuvent jamais les laisser devenir des classés individuels. Ce gars s'adresse directement à Azest puisqu'elle a déjà combattu Dessert et elle confirme qu'elle est confiante de pouvoir le battre. Elle est la leader du groupe de première année Blue Moon, donc il exige qu'elle leur apporte la victoire. Azest ne peut jamais oublier l'homme qui lui a infligé sa première défaite, alors elle est déterminée à le battre avec tout ce qu'elle a. Ensuite, Dante et Percival confrontent Azest. Elles pensent qu'ils veulent s'opposer à ce qu'elle soit la leader, mais ils savent à quel point elle est forte et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Percival veut juste être celui qui abat Pram et Dante veut être celui qui affronte Romantica. Azest souligne qu'ils ont beaucoup plus de chances de gagner en combattant en équipe, mais ces gars ont de sérieuses rancunes personnelles, alors elle le permet. Elle a cependant un ordre pour eux. Azest montre qu'elle a sa propre rancune personnelle en leur disant que Dessert est hors limite pour eux parce qu'elle sera celle qui le vaincra. Ailleurs, Dessert pense à quel point Romantica et Pram ont maintenant suffisamment de compétences, et il se demande s'ils sont prêts pour l'étape suivante. Ses coéquipiers loyaux lui disent qu'ils sont prêts pour plus d'entraînement pour la phase finale, mais Dessert les choque en révélant qu'il n'y a pas d'entraînement. Au lieu de cela, ils suivront un régime spécial pour la dernière manche. Pour cela, ils se dirigent vers la bibliothèque où Dessert leur présente un tas de livres. Romantica est stupéfaite lorsque Dessert révèle qu'il va les faire étudier l'histoire. Et elle doit se rappeler de rester silencieuse. La ronde finale du tournoi de classement se déroulera dans un monde d'ombre préparé par l'Académie. Des incidents historiques sont recréés dans ces mondes, et s'ils parviennent à empêcher ces incidents de se produire, ils réussissent à traverser le monde d'ombre.
Étudier l'histoire de ces incidents aidera à les prévenir, mais ils ne savent pas quels incidents seront produits. Dessert leur dit qu'il a juste utilisé son intuition pour choisir quelques incidents au hasard pour qu'il les étudie. Mais nous savons que notre garçon vient du futur. Il sait exactement ce que sera le monde de l'ombre pour la dernière manche. Pendant leurs études, Romantica taquine Pram pour admirer autant leur professeur, mais ils finissent à ne pas attirer l'attention de Dessert. Ce type est un dictateur féroce car il exige qu'ils retournent à leurs études tout en souriant. Quelques instants plus tard, l'équipe est choquée alors qu'Azeste s'approche d'eux. Le moment est un peu tendu, mais Romantica brise le silence en demandant à cette fille ce qu'elle veut. Azeste fait remarquer que cela fait 2 mois depuis leur combat et Dessert complimente sa décision de rejoindre la Lune Bleue. Il pense qu'elle mérite d'être dans le groupe le plus fort de l'académie, mais elle se demande si c'est vraiment le plus fort puisque Dessert n'en fait pas partie. Azeste l'a approché pour déclarer officiellement la guerre à Dessert. Notre protagoniste voyageur dans le temps dit que c'est bien son genre de montrer de la courtoisie envers quelqu'un qu'elle reconnaît comme son rival. Azeste l'a sous-estimé ce jour-là, mais elle jure de le vaincre avec tout ce qu'elle a cette fois-ci. Dessert ne pourrait pas être plus heureux d'entendre cela, car il veut qu'elle utilise cette colère contre lui pour devenir plus forte. Notre génie ici... Tout l'objectif ce jour-là était d'enflammer l'esprit combatif en elle, et cela a clairement fonctionné, ses amis devenant plus forts est la seule façon dont ils pourront changer l'avenir, donc il a hâte de combattre aux côtés de la plus forte Azeste. Quelque temps plus tard, nous arrivons au jour du tournoi de classement. Plusieurs portails ont été installés au centre du stade, et les journalistes sont occupés à interviewer les instructeurs. La finale est un grand événement à l'académie, donc beaucoup de gens de la ville viennent regarder et c'est assez bruyant. C'est clairement un gros truc car les amis de Désir réalisent qu'il porte correctement sa cravate aujourd'hui. Désir explique qu'il ne porte pas sa cravate correctement d'habitude parce que c'est tout simplement inconfortable, mais Romantica pensait que c'était juste parce que Désir aimait montrer son torse. Ils plaisantent tous et Désir est juste content qu'il ne semble pas du tout nerveux. Ils sont tous prêts à commencer et se dirigent vers le centre de la scène. Toutes les autres équipes sont prêtes aussi, et la grande foule éclate en acclamations. Un des gars ne pense pas que Désir ait l'air très impressionnant malgré tout le battage médiatique qu'il a reçu, mais une fille aux cheveux bleus lui dit de se concentrer. Un idiot aux cheveux longs intervient cependant, et rappelle à tout le monde qu'un gars comme Désir ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Une voix explique que la manche finale commencera bientôt, et rappelle qu'afin de franchir le monde de l'ombre, les participants doivent résoudre un certain incident. Ils sont tous autorisés à utiliser n'importe quelle méthode pour gagner, mais s'ils subissent des dommages fatals, ils seront disqualifiés. Tout le monde se lance des regards noirs, et il est expliqué que ceux qui contribuent à nettoyer le monde des ombres recevront plus de points. Les 9 meilleurs joueurs recevront le titre de Single Rankers. Désir et son équipe sont tout en bas, donc Désir explique que pour devenir Single Rankers, ils doivent soit nettoyer le monde des ombres eux-mêmes, soit vaincre tous les autres participants. Les portes commencent à s'ouvrir et le dernier tour du tournoi de classement commence. Tout le monde fixe intensément les portails et une fois qu'ils s'ouvrent enfin, les grandes foules commencent à crier pour leurs équipes préférées. Avec les portails ouverts, tout le monde entre enfin, mais l'équipe de Désir est la dernière. Désir rappelle à ses amis de ne pas s'inquiéter et leur assure qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont séparés avant de se téléporter à l'intérieur et une voix dit à Désir que l'emplacement de chacun a été déterminé aléatoirement. Désir décide que son premier objectif sera de retrouver ses coéquipiers, mais il est immédiatement attaqué par un éclair de glace. La fille aux cheveux bleus de tout à l'heure n'en revient pas de sa chance d'avoir trouvé Désir dès le départ, et lui n'en revient pas de sa notoriété. Cette fille veut juste se battre, mais notre gars fait fondre facilement sa petite attaque de glace. Il est assez surpris quand elle montre qu'elle peut utiliser 2 sorts en même temps, et elle utilise son attaque vague d'aqua. Désir l'arrête avec une autre attaque de feu, provoquant de la vapeur partout, et il réalise que son autre sort est défensif. Cependant, il ne comprend pas pourquoi elle le fait. Il devient assez clair cependant quand elle place intelligemment le deuxième sort devant le premier pour le geler. Et Désir souligne que de telles attaques intéressantes sont attendues de quelqu'un de la classe alpha. La fille aux cheveux bleus ne fait que commencer cependant, car elle utilise un sort de vent pour projeter violemment tous les éclats de glace de ses attaques précédentes. Cette dame est assez prétentieuse, car elle explique que ces sorts sont un type de magie qu'un roturier comme Désir ne pourrait jamais manier de toute sa vie. Elle demande à Désir s'il a des derniers mots avant qu'elle ne le mette en pièces, mais notre garçon n'a pas une once de peur dans son corps. Il admire sa confiance, mais l'irrite vraiment quand il souligne qu'elle devrait viser ses points vitaux. Désir continue de la contrarier en affirmant qu'elle ne doit pas avoir un si grand contrôle sur son propre sort. Elle lui dit furieusement de se taire. Alors Désir sait qu'il est vraiment dans sa tête maintenant. Désir en a fini de jouer avec cette fille et d'un simple claquement de doigts, il détruit toute son attaque. Bien sûr, elle n'a aucune idée de comment il a réussi à le faire, mais elle réalise qu'il utilise des sorts d'inversion. Désir a maintenant le contrôle total du combat et lui donne une leçon.
Il dit qu'elle ne devrait jamais sous-estimer son adversaire et qu'elle devrait toujours penser à sa prochaine étape. Ce sont les bases de la guerre, alors il lui dit de regarder attentivement et de graver cela dans son esprit. Désir termine de rassembler tous ses éclats pour créer un cristal massif et le lui renvoie. Cette fille est apparemment assez stupide car elle dit simplement qu'il n'y a aucun moyen que la magie d'un roturier puisse l'abattre. Elle pense qu'elle peut facilement arrêter son attaque, mais notre garçon n'a pas fini de lui donner une leçon. Il brise le cristal géant pour éviter son bouclier et la vaincre facilement. Une annonce de sa défaite est faite et Désir souligne que ce n'est qu'une parmi tant d'autres à venir. Ailleurs dans le monde des ombres, un petit nerd se promène en se plaignant de la chaleur à son emplacement aléatoire. Il souhaite avoir une protection solaire, mais prend un moment pour apprécier la brise. Ce pauvre gamin est rapidement mis à terre par un puissant sort de Romantica, et sa disqualification est annoncée à tout le monde. Il reste 27 participants, et nous voyons que Romantica et Pram se sont déjà trouvés. Ils ont eu la chance d'être transportés près l'un de l'autre, et Romantica trouve adorable que Pram s'inquiète pour Désir. Elle utilise sa magie du vent pour détecter des ennemis à proximité et décide de s'en prendre à celui qui est tout seul. Romantica lance une attaque mais elle est instantanément détruite et 2 ennemis apparaissent. On explique que la magie de détection a l'inconvénient de révéler votre position aux adversaires, et son petit ami lui rappelle que Romantica n'est que de la Camelot bêta. Romantica ne prend pas l'insulte à la légère et décide qu'il devrait découvrir qui est le vrai déchet avec un combat. Le gars veut continuer à parler de la supériorité de leur classe, mais Pram l'attaque instantanément. Ce type l'utilise simplement comme preuve qu'il manque de manières, et Romantica réalise qu'ils ne sont pas si faibles. Tout le monde se met en garde et le combat commence avec des épées. Une fille essaie d'utiliser de la magie, mais Pram décide de montrer sa vitesse immense. La fille devient terrifiée et commence à se demander si Pram est vraiment dans la classe bêta. Le gars soulève un tas de terre et dit à sa copine de les balayer avec une puissante magie de zone. Elle commence la magie, mais cela ne fait que révéler sa position exacte à Romantica et Romantica l'envoie valser avec une attaque de vent. C'est Romantica qui fait maintenant les insultes, en les traitant de stupides pour s'être caché seulement pour se révéler avec une attaque juste après. Le gars devient vraiment énervé, mais Pram lui rappelle qu'il doit se concentrer sur le combat. Pram le distrait en fait, et Romantica achève le garçon alpha. Romantica pense qu'il aurait eu une chance s'il s'était concentré sur la défaite d'elle en premier, et souligne que c'est ce qu'il mérite pour avoir sous-estimé la classe bêta. Il reste 25 participants et notre duo espère qu'ils sont tous aussi stupides que ces deux-là. Les deux se complimentent sur leur progrès et Pram attribue à Désir tout leur entraînement. En parlant de Désir, Romantica lui dit de sortir de sa cachette puisqu'elle sait qu'il les a observés. Désir est impressionné par leur progrès et déclare qu'il savait qu'il pouvait gérer la situation seul. Romantica réalise que Désir était la personne qu'elle a attaquée plus tôt. Elle pensait être devenue forte, mais Désir a détruit son sort si facilement. Désir la complimente sur sa performance et lui caresse la tête en guise de récompense. Elle était si silencieuse qu'il pensait que c'était ce qu'elle voulait, mais elle s'en offusque vraiment parce qu'elle n'est pas un chien. Les jeux prennent fin lorsque Désir remarque qu'une tempête approche. Des éclairs rouges zèbrent le ciel et quelque chose se passe à une horloge voisine. Au loin, une grande attaque de feu éclate et nous découvrons qu'un pauvre type a été anéanti par une autre équipe. Il reste 18 participants et Désir explique qu'il y a 2 chemins pour qu'il soit promu à la classe alpha. La première façon est de terminer à la première place en nettoyant le monde de l'ombre. L'autre moyen est de simplement survivre et de se classer parmi les 9 premiers. Désir est certain qu'il serait impossible pour eux de nettoyer le monde de l'ombre puisque les autres équipes se ligueraient simplement contre eux. Il y a une petite chance qu'ils puissent finir dans les 9 premiers cependant. Les autres équipes vont s'affronter et il leur suffit que 9 autres soient disqualifiés. Romantica pense que ce sera beaucoup plus difficile qu'il ne le laisse entendre, mais Pram est convaincu qu'ils peuvent le faire. Cependant, au lieu d'élaborer un plan ou de faire quelque chose d'utile, Pram griffonne simplement sur le sol. Juste à ce moment-là, il court se mettre à l'abri car il commence à pleuvoir à verse, et il n'y a aucun signe que cela s'arrête. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre sous un arbre, et Romantica arrive à une réalisation. Viser être dans les 9 premiers parmi les étudiants alpha ne lui serait jamais venu à l'esprit si ce n'était pas pour Désir. Sans lui, elle aurait rejoint l'équipe de Dante et qui sait ce qui se serait passé quand ils auraient découvert qu'elle est une roturière. Désir peut voir qu'elle est mal à l'aise et leur dit de ne pas s'inquiéter car il peut dire qu'ils deviennent beaucoup plus forts. Notre garçon a vraiment du charme sur elle, mais elle le traite de bizarre et lui dit d'arrêter de lui toucher la tête. Elle lui rappelle combien elle déteste sa tête stupide, mais pense à quel point elle aime vraiment son équipe. Juste à ce moment-là, une cloche sonne au loin et tout le monde peut l'entendre. Désir dit que c'est enfin le moment et rappelle à Romantica que cela faisait partie de leurs études. Ils sont dans le monde de la tour de l'horloge Privius. La tour de l'horloge Privius est un dispositif magique de haut niveau qui produit des monstres à intervalles réguliers. Juste à ce moment-là, la tour de l'horloge s'active et nous voyons que quelque chose est dans le sol.
Une voix annonce qu'une quête de survie a été générée et que la tour de l'horloge a produit un nouveau monstre. Toutes les équipes doivent survivre à l'attaque du monstre et tous les professeurs pensent que c'est une mauvaise nouvelle pour la classe bêta. Ils sont tous certains que l'équipe de Désir est finie et le grand type en charge du groupe de la Lune Bleue se moque de Bridget. De retour avec notre équipe, ils entendent une fille crier pour sa vie et il est annoncé qu'il ne reste que 17 participants. Le danger approche, alors Désir dit à ses deux amis de rester en arrière. Quelque chose commence à sentir très mauvais et le sol commence à trembler. Un monstre arrive, alors Désir leur dit de rester sur leur garde et un rat émerge du sol. Les deux autres sont terrifiés alors que le rat pousse un rugissement fort et Désir réalise qu'ils doivent partir de là. Une horde géante de rats apparaît et Désir détermine que c'est à cause d'un monstre Kildra. C'est un monstre qui utilise un bataillon de membres ressemblant à des souris. Son régime alimentaire est le sang humain et il n'abandonne jamais une fois qu'il a choisi sa cible. Romantica décide de lancer une boule d'air sur eux, mais cela ne sert à rien. Ils doivent juste continuer à courir, mais il est clair que les souris les rattrapent. Désir explique que leur seule option est de battre celui qui commande. Ce sera l'un des souris dans le groupe, mais Romantica pense que ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Désir s'arrête de courir car il sait où trouver le chef. Il se fait saigner et utilise son sang pour attirer celui qui est aux commandes. Le petit rat stupide se révèle et Romantica fait tomber la chose du ciel. La chose ne meurt pas cependant et Désir souligne que même si c'est un petit rat, c'est toujours un monstre. Sa résistance magique est élevée et même Romantica avec ses compétences actuelles ne peut pas le vaincre en un seul coup. Les rats continuent d'arriver, donc Désir détermine qu'il n'a pas le choix. Il ordonne à son équipe de battre en retraite, mais est choqué lorsque Pram saute en avant. L'équipe dit à Pram d'arrêter, mais ce gamin fou court directement dans l'énorme nuée de rats. Ailleurs, les autres équipes ont autant de mal avec les rats, car il ne reste plus que 16 participants. L'équipe rouge est également confrontée à un groupe géant de rats, mais leur chef dit avec confiance à son groupe de reculer et utilise un sort de feu. L'équipe verte semble ne pas avoir la moindre idée de ce qui se passe, car ils sont contents de voir que ce qu'ils craignaient n'était qu'une toute petite souris. Un idiot essaie de le chasser, mais la souris pousse un cri de guerre et ils sont submergés. Nous revenons ensuite pour découvrir que Pram est à l'intérieur de la horde de souris monstrueuses. Il se dit de se concentrer et essaie de trouver celui qui commande. Il est certain que cela a subi des dégâts à cause du sort de Romantica et il est déterminé à trouver la petite créature. Après avoir combattu les souris pendant un moment, il détecte enfin quelque chose. À l'extérieur, Désir essaie désespérément de sauver Pram en déchirant la montagne de vermine. Romantica se demande si elle devrait attaquer avec ses boules d'air, mais Désir fait remarquer qu'elle finirait par toucher Pram aussi. Désir panique car il commence à sentir qu'il va perdre Pram à nouveau, de la même manière qu'il l'a fait dans le futur. Cependant, à ce moment-là, Pram émerge de la pile avec une énorme attaque et il élimine la souris Kildra. Il est annoncé que leur quête de survie est terminée, mais Désir se précipite vers Pram, car il est en mauvais état. Pram reçoit des éloges de ses amis, mais il est épuisé. Désir lui dit de se reposer, alors le gamin fait une sieste. Désir met Pram en sécurité sous un arbre. Étonné car Pram a peur des rats. Désir dit à Romantica de veiller sur lui, mais ne dit rien d'autre en s'éloignant. Désir est furieux contre lui-même car il aurait dû être capable de terminer la quête sans faire passer Pram par tout cela. Il réalise qu'il s'est laissé emporter par leur progrès et qu'il a baissé sa garde. Désir se frappe le visage et se rappelle qu'il est là pour ne pas perdre ses amis à nouveau. Il retourne vers ses amis qui s'inquiètent pour son visage, mais il dit que ce n'était rien. L'équipe de Désir est surprise qu'il veuille voyager sous la pluie, mais il explique que c'est parce qu'ils ont trouvé l'ancien clocher. Il s'y dirige, mais Désir se rappelle encore d'une chose. Il prévoit de prendre le chemin parfait pour atteindre son objectif et jure de ne plus jamais refaire la même erreur. Ailleurs, nous voyons que l'équipe rouge est étonnée de voir comment leur chef a brûlé toute une zone pour vaincre leur groupe de rats. L'équipe verte a également remporté sa bataille et Azest a utilisé sa magie de glace pour vaincre leurs rats. Le groupe de Désir atteint enfin la tour de l'horloge et nous voyons les chefs de toutes les équipes restantes. L'équipe d'Azest fixe la tour de l'horloge inquiétante et il est expliqué que celui qui l'arrête gagne. Ils sont confiants que ce sera du gâteau, mais le vent commence à se lever. Azest réalise rapidement que ce n'est pas n'importe quel vent et ils doivent rapidement se défendre contre une rafale d'attaques magiques. L'attaque est implacable et parvient même à détruire 2 gars de l'équipe d'Azest. C'est certainement une autre équipe qui le fait et Azest souligne que la détection et l'attaque ont été presque simultanées. Azest détermine que cela ne peut être qu'une seule personne et nous voyons Romantica en haut de la tour. Il est annoncé que 2 autres participants ont été éliminés, et Désir pense que cela signifie qu'il ne reste plus que 15 personnes. Azest et ses 2 acolytes se dirigent vers la tour, mais ils doivent se défendre contre des vagues d'attaques aériennes. Romantica est vraiment au top de sa forme, mais elle s'excuse auprès de Désir car leurs adversaires bloquent toutes ces attaques. Leur couverture est compromise, mais Désir ne s'inquiète pas car ils peuvent simplement se concentrer sur une autre équipe. Romantica pense que Désir est fou de proposer cela, car cela fera que toutes les équipes se rassembleront là-bas.
Romantica exige une réponse de lui alors qu'il ne fait que sourire. Donc Désir révèle que rassembler toutes les équipes là-bas fait partie de son plan. Il lui demande de simplement lui faire confiance, alors Romantica ouvre le feu sur l'équipe verte. Les deux gars n'avaient aucune idée de ce qui arrivait et leur élimination est annoncée. 13 participants restent, donc Désir prépare quelque chose en utilisant son pouvoir sur un mur. Azest demande à Dante d'ouvrir la porte de la tour, mais ils sont choqués de voir que l'équipe rouge et l'équipe verte se sont déjà affrontés. Le chef de l'équipe rouge s'appelle Gabriel et il se demande si l'équipe d'Azest est celle qui les a attaqués à l'extérieur. L'équipe verte a également été attaquée, alors ils accusent tous les deux Azest de cet acte méprisable. Azest exige des preuves de l'accusation, alors Gabriel souligne qu'il n'y a personne d'autre qui puisse utiliser autant de sorts de ce niveau en même temps, sauf eux. Azest détermine qu'il ne la croirait pas si elle leur disait qu'un étudiant de niveau bêta le faisait, et réalise que cela doit être le plan de Désir. Le plan de Désir fonctionne parfaitement car Gabriel est prêt à se venger, mais Azest dit à ses deux sbires de rester en arrière. Azest déclare avec confiance qu'elle s'occupera de tous, mais cela agace simplement Gabriel. Il déclenche une attaque de feu féroce et un de ses admirateurs explique que leur chef est le plus puissant mage de flamme. L'admirateur est complètement détruit par Azest et elle en gèle un autre. L'équipe verte décide de s'allier avec l'équipe rouge car ce sera le seul moyen pour eux de devenir des classés individuels. Mais Azest parvient à les repousser facilement. La bataille peut être entendue dans toute la tour, mais elle est bientôt terminée. Désir révèle étonnamment que son plan n'a en fait pas fonctionné et souligne qu'il n'y a pas eu d'annonce. Cela signifie que personne n'a été éliminé et la tension monte alors que nos héros entendent quelqu'un monter les escaliers. C'est l'équipe d'Azest et elle explique qu'elle a seulement immobilisé les autres. Désir espérait qu'ils s'élimineraient entre eux, mais Azest a ruiné son plan. Elle pense que son plan était stupide, et tout le monde s'affronte avec son homologue. Azest s'exclame que s'ils pensent vraiment mériter d'être des classés individuels, alors ils doivent se battre et le prouver. Juste à ce moment-là, Azest utilise sa glace pour les isoler à l'étage suivant, et le combat commence. Dante fonce directement sur Romantica et Percival rappelle à Pram qu'il est son adversaire. À l'étage supérieur, Désir semble en mauvais état, mais Azest lui dit de se relever car elle est sûre que cette attaque n'était pas suffisante pour l'achever. Elle a raison car notre garçon faisait semblant et il utilise un sort appelé Brise-Pierre. La pierre qui la frappe se transforme en un serpent dangereux, mais Azest parvient à le geler juste avant qu'il n'attaque. Notre garçon enchaîne avec un peu de sa magie d'inversion qui détruit sa glace et couvre la zone de poussière. Désir n'attaque pas et espère juste que quelque chose arrivera à temps. En bas, Percival a pris le contrôle du combat contre Pram et il se demande pourquoi Pram a changé d'épée. Pram se moque du rouquin à la coupe mulet pour parler trop, alors Percival attaque avec rage. Il est certain qu'il va détruire le petit, mais est instantanément surpris lorsqu'il ne parvient même pas à toucher Pram. Percival réalise rapidement que ses compétences ne suffiront pas puisque Pram est un combattant complètement différent cette fois-ci. Pram donne un coup de pied à ce type en plein dans la poitrine. Et Percival ne peut que se demander comment il est devenu si fort en si peu de temps. Pram refuse de lui révéler ses secrets de réussite, alors Percival s'énerve et traite Pram de déchet bêta. Les choses sont beaucoup plus faciles pour Dante qui repousse facilement les attaques de Romantica. Le confiant Dante se demande si c'est tout ce qu'elle a, et Romantica pense à quel point il ne lui reste plus beaucoup de mana. Elle est en grand désavantage dans le combat rapproché, et Dante est prêt à terminer le combat. Heureusement pour elle, la magie de Désir détruit un pilier de glace et Dante perd de la visibilité. Il ne pense pas que ce soit un gros problème puisque tout le monde a également perdu la vision, mais Romantica le touche presque. Ses attaques continuent et il se demande comment elle peut connaître sa position. Dante réalise qu'elle utilise le vent pour le détecter et Romantica décide qu'elle devra terminer le combat tant qu'il y a encore du brouillard. Malheureusement, Dante a un objet qui dissipe le brouillard. Alors, il reprend le contrôle du combat. Il manque de la découper en morceaux et Romantica réalise que l'objet autour de son cou est le cadeau qu'elle lui a rendu après l'avoir rejeté. Dante explique que son petit collier est trop bien pour une roturière, mais Romantica essaie d'expliquer qu'ils sont tous des étudiants, quel que soit leur statut, ils sont tous des humains et ce fait ne changera jamais. Elle en a assez de toute cette ségrégation, mais Dante est dégoûté à l'idée qu'un noble comme lui soit comparé à un roturier. Romantica devient assez impertinente et exige qu'il lui dise quelle est la différence entre eux. Pour Dante, la différence est tout. La classe, la force et le talent. Ils étaient différents dès leur naissance. Dante se souvient de ce que les roturiers ont fait à son père et il refuse de croire qu'ils sont les mêmes. Romantica n'a aucune idée de son passé et pense juste qu'il est un fou furieux. Dante sait qu'elle ne comprendrait pas même s'il lui expliquait, alors il prévoit de lui faire apprendre à la dure. Dante entoure la zone de feu, ce qui pousse Romantica à contrer avec de l'air. Cependant, Dante est trop habile et la repousse.
Pram se précipite à ses côtés et elle révèle qu'elle a à peine réussi à survivre. Dante dit à Percival de reculer car il est enfin prêt à massacrer tous les roturiers. La folie de Dante se manifeste vraiment maintenant, mais Romantica a besoin de temps pour restaurer son mana. Pram se prépare à lui gagner du temps, mais il est rapidement englouti par l'attaque de Dante. Dante se dirige directement vers Romantica, mais Pram se libère pour la sauver. Bien sûr, cela ne fait qu'énerver davantage Dante contre les sales roturiers. Percival rappelle à Dante que Pram est sa proie, mais Dante a perdu la tête et proclame qu'il sera celui qui les éliminera tous les deux. Pram explique que Dante se focalise tellement sur l'élimination de Romantica qu'il a pu en profiter. Romantica réalise que dans son état actuel, elle ne pourra pas vaincre Dante et qu'elle ne fera que ralentir Pram. Elle a cependant une idée et demande à Pram d'attirer le rouquin aux cheveux hérissés ailleurs. Dante est après elle, donc elle veut le combattre elle-même et elle sait que Pram veut affronter Percival en tête à tête. Romantica lui dit de ne pas s'inquiéter, mais Pram peut dire qu'elle ment. Il sait que Romantica essaie de se sacrifier, alors il refuse. Pram proclame que tous les trois de leur équipe deviendront des classés individuels et qu'aucun d'eux ne sera laissé pour compte. Il se souvient des mots de leur chef intrépide et lui rappelle qu'ils sont beaucoup plus forts maintenant. Romantica veut qu'il arrêter de sourire parce que cela lui rappelle le visage stupide de Désir, mais Pram ne peut pas s'en empêcher. Romantica remercie l'enfant de l'avoir inspiré et les deux se préparent pour le combat. En haut, Azeste dit à Désir que ce combat ne se terminera pas de la même manière que la cérémonie d'entrée. Notre garçon est prêt à se battre aussi et convient qu'il devrait se battre à cœur joie. Azeste montre sa magie incroyablement puissante, mais Désir la détruit facilement. Azeste utilise ensuite la magie pour être plus mobile, mais elle est choquée lorsque Désir montre qu'il peut inverser cela aussi. Elle essaie de l'achever avec sa prochaine attaque, mais d'un simple claquement de doigts de Désir, son sort est détruit. Désir ne lui laisse aucune chance de réagir en enchaînant avec de la magie de feu, mais il est étonné quand elle parvient à l'éviter en s'enfermant dans la glace. Désir la complimente de ne pas avoir la moindre égratignure et elle réalise à quel point Désir est dangereux. Azeste exprime sa confusion extrême puisqu'elle surpasse Désir dans tous les aspects du combat. Mana, vitesse magique, combat au corps à corps, elle est meilleure que lui dans tous ces domaines. Mais pour une raison quelconque, elle a du mal contre lui. Notre ami Désir lui adresse son sourire caractéristique et lui dit simplement qu'elle doit s'amuser un peu plus. Azeste est aussi sérieuse que possible et détermine qu'elle manque seulement d'expérience. Azeste attaque, mais Désir l'avait vu venir de loin, alors il contre. Azeste n'est pas en reste cependant, car elle esquive toutes ces boules de feu. Elle s'avance pour une attaque à l'épée, mais Désir utilise un sort pour augmenter sa force et l'arrête. Azeste parvient à le repousser, ce qui impressionne Désir par sa puissance. Azeste continue son barrage d'attaque, mettant Désir sur la défensive, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi elle ne peut pas le battre. Elle ne pourrait pas être plus sérieuse. Mais Désir se demande si elle s'amuse, et il souligne qu'elle n'a probablement jamais eu de combat contre un adversaire digne. Désir se tourne vers l'avenir en se souvenant de la façon dont Azeste avait toujours l'air ennuyée parce qu'elle n'était jamais mise au défi au combat. Azeste ne sait rien de ce truc amusant dont il parle et proclame simplement qu'elle le battra. Désir lui demande de lui donner tout ce qu'elle a, mais elle est déjà bien en avance sur lui. Les choses commencent à s'intensifier considérablement, alors qu'Azeste prépare une attaque qu'elle appelle le trône gelé. Toute la pièce est recouverte de glace, et Désir la reconnaît comme de la magie de vision, un type de magie qu'il ne peut inverser. Azeste s'assoit sur son trône et dit à Désir de se préparer. Presque instantanément, Désir esquive des éclats de glace et il est stupéfait lorsqu'il voit le nombre insensé de cercles magiques qu'Azeste a créés. Elle les utilise pour attaquer, mais Désir n'a pas peur. Il explique qu'à l'intérieur du palais gelé de la magie de vision, Azeste peut manier sa magie sans limitation. C'était la carte maîtresse qu'elle avait utilisée avant que Désir ne remonte dans le temps. C'est une capacité incroyablement avancée, donc il est choqué qu'elle puisse déjà l'utiliser. Notre garçon n'a pas une once de peur en lui, car il parvient à inverser ses attaques. Azeste continue de créer plus de cercles, mais Désir les détruit aussi. Désir déclare avec confiance que peu importe combien elle en crée, sa magie ne l'atteindra jamais. Azeste réalise qu'il inverse chaque sort instantanément, et se demande si elle peut gagner avec son épée. Elle détermine que son épée seule et sa magie seule ne lui feront pas gagner ce combat, mais elle a une idée. Azeste décide étonnamment de retirer sa magie de vision, mais Désir est à la fois choqué et émerveillé quand il comprend pourquoi elle l'a fait. En bas, Pram se défend contre Dante et parvient à l'envoyer valser.
Romantica pense qu'ils doivent vaincre Dante avant que le rouquin hérissé ne rejoigne le combat, mais c'est trop tard car Dante dit à Percival de lui donner un coup de main. Percival se moque de lui puisque Dante avait dit qu'il s'occuperait d'eux tout seul, mais Dante explique qu'il ne veut simplement pas gaspiller davantage de sa précieuse vie à combattre des roturiers dégoûtants. Les deux méchants attaquent nos héros et finissent par les mettre dans une situation très difficile car leur travail d'équipe est impeccable. Fram se défend bien contre la première attaque de Percival, mais Dante s'approche rapidement et Percival a déjà récupéré son épée. Les choses semblent assez mal engagées pour nos héros, mais Romantica pense à Désir et retrouve sa confiance. Elle dit à Fram de se baisser et déclenche une attaque incroyablement puissante. De retour à l'étage, Azeste transforme son arme en une épée magique, la méthode d'attaque ultime qui ne peut être utilisée que par les chevaliers magiques. Habituellement, il faut 10 ans pour maîtriser cette compétence, mais Azeste l'a fait en un clin d'œil. Azeste commence son attaque, alors Désir essaie de la repousser avec un sort, mais elle n'est pas découragée. Azeste est assez satisfaite d'elle-même, car elle a trouvé un moyen d'attaquer que Désir ne peut pas inverser, alors elle porte le coup final. La dague de Désir est détruite et Azeste célèbre sa victoire. Malheureusement, sa célébration est prématurée car elle réalise que Désir utilise son sort d'inversion. Elle n'a aucune idée de ce qu'il pourrait inverser, mais elle est stupéfaite lorsqu'elle voit que son sort est lancé dans toute la tour. C'est alors qu'il est annoncé que la quête a été accomplie. Le pouvoir magique de l'ancienne tour de l'horloge a été coupé et elle a cessé de fonctionner. Cela marque la fin du dernier tour du tournoi de classement. La tour de l'horloge n'invoquera plus jamais de démons et Désir est annoncé à tout le monde comme la personne qui a réussi la quête. La foule qui regarde éclate de joie et les instructeurs ont des sentiments mitigés quant au résultat. Bridget est, bien sûr, heureuse, mais le grand type en charge du groupe de la Lune Bleue refuse de reconnaître les roturiers comme les vainqueurs. Il va même jusqu'à accuser Bridget de tricher d'une manière ou d'une autre. Ce type est vraiment déterminé à discriminer et souligne qu'il est impossible pour un roturier de surpasser un chevalier magique et de réussir un monde d'ombre. D'autres snobs classistes se joignent à lui pour l'accuser d'avoir divulgué des informations à l'équipe de Désir. Heureusement, il y a d'autres enseignants avec du bon sens, et ils soulignent qu'il n'y a aucune preuve contre elle et qu'ils ont tous vu qui a gagné le combat loyalement. Jésus, avec la queue de cheval, reste calme et demande à son assistant de révéler qu'il avait déjà choisi les classements individuels avant même le début de la réunion. Cet homme impitoyable déclare que le but de la réunion était simplement d'entendre leurs opinions, même si leurs opinions sont des ordures qui ne valent pas la peine d'être écoutées. Ce type qui ressemble à Jésus et qui semble jouer au hacky-sack pendant son temps libre, demande ensuite à l'assistant de lire les noms des 9 classés individuels, mais nous ne les entendons pas. Ailleurs, Désir révèle que son plan était à l'origine que son équipe tienne assez longtemps pour que les autres concurrents s'éliminent entre eux. Finir dans le top 9 aurait suffi pour les faire devenir des single rankers. Mais Azeste l'a compris et a gelé tout le monde au lieu de les éliminer. Malheureusement pour elle, son équipe était tellement concentrée sur le combat qu'ils n'ont pas réalisé quel était leur véritable plan. L'équipe de Désir est arrivée à la tour légèrement avant tout le monde et il a commencé à analyser la tour. C'est une tour ancienne, donc c'était très difficile et il a manqué de temps. Il a tout juste réussi à terminer son analyse pendant son face-à-face contre Azeste et il n'aurait pas pu le faire si tous les alphas l'avaient poursuivi. Azeste réalise à quel point notre garçon est un génie puisqu'il n'était même pas concentré sur leur combat en tête-à-tête. Il regardait toujours le tableau d'ensemble, tout comme lors de l'examen d'entrée. Azeste réalise qu'elle a toujours joué dans son jeu et reconnaît qu'il l'a vaincu de toutes les manières possibles. Désir est bien sûr humble comme toujours et déclare que si son épée était arrivée un tout petit peu plus vite, elle aurait pu gagner. Fram arrive pour intervenir et souligne que si Azeste avait fait cela, alors ils auraient combattu à sa place. Ils avaient déjà battu ses sbires à ce moment-là et sont prêts à l'affronter si nécessaire. Désir félicite son équipe pour le travail bien fait, mais Romantica fait de son mieux pour faire semblant de ne pas aimer qu'on lui caresse la tête. Ils forment clairement une équipe très soudée et Azeste part déprimé pour aller voir le professeur Fergman, l'instructeur responsable du groupe Blue Moon. Avant de partir, Azeste met sa fierté de côté et demande à Désir si elle peut rejoindre son groupe d'entraînement. Romantica dit à Désir de ne pas la laisser faire, mais il dit à Azeste de les rejoindre le matin et après l'école dans la zone d'entraînement. Romantica est furieuse, mais Azeste accepte. Ensuite,
L'équipe de Désir va voir Bridget. Avant de révéler s'ils sont maintenant des classés individuels, elle sort un énorme gâteau. Il vient d'une boulangerie où les gens font la queue pendant la moitié de la journée, juste pour manger les miettes par terre laissées par ceux qui sortent avec du pain. Cet endroit est tellement populaire que les gâteaux sont réservés pour les 3 prochaines années. Romantica suppose que cela signifie une bonne nouvelle, mais Bridget révèle qu'ils n'ont pas réussi. Heureusement, cette dame a le sens de l'humour car elle plaisantait, et elle félicite les 3 pour être officiellement devenus des rankeurs individuels. Ils sont tous les premiers roturiers à être promus dans la classe alpha, alors ils célèbrent tous. Désir la remercie pour son aide, mais Bridget souligne que c'est eux qui ont fait tout le travail. Alors qu'ils se gavent tous de tonnes de gâteaux, Bridget se souvient d'il y a longtemps. Désir était juste un petit nerd faible, alors il a demandé à Bridget de lui apprendre la magie. Elle a ensuite aidé le binoclard pendant plusieurs années, et Désir est devenu le mage de boss qu'il est aujourd'hui. Ils continuent tous à engloutir des quantités malsaines de ce dessert sucré, et Bridget pense à quel point Désir est devenu fort. Quelque temps plus tard, les amis de Désir sont prêts à s'amuser pendant qu'ils sont en pause scolaire. Quand ils retourneront, ils seront dans la classe alpha, donc c'est leur dernière chance de s'amuser avant de devenir vraiment occupés. Désir est le plus responsable du groupe, donc il hésite, mais ses amis finissent par le convaincre de traîner au centre commercial. Le soi-disant amusement commence avec les gars qui attendent, pendant que Romantica et ses différentes tenues. Désir pense qu'elle a l'air bien dans n'importe quoi, mais Romantica se fâche car elle voulait entendre quelque chose de plus excitant. Elle décide de lui donner une autre chance et va essayer autre chose. Désir commence à dire des choses comme « Tu es tellement magnifique » et « Ça te va vraiment bien ». C'est exactement le genre de choses que Romantica voulait entendre, mais elle se fâche vraiment quand elle se rend compte que Désir parlait de Pram. Le petit morveux a volé la vedette, laissant Romantica bouder. C'est au tour de Désir d'obtenir quelque chose maintenant. Alors Pram fait taire Romantica car il a besoin de toute son attention pour aider Désir à choisir une cravate. Pram n'arrive pas à se décider, alors Désir fait signe à Romantica dans l'espoir qu'elle l'aide à sortir de cette situation. Romantica lui fait signe qu'il n'y a pas moyen d'arrêter Pram quand il est comme ça, donc Désir n'a pas d'autre choix que d'attendre, même s'il ne peut s'empêcher de trembler à force de se pencher. Cet horrible événement se termine enfin et Romantica n'en revient pas que Pram ait pris plus de temps à faire du shopping qu'elle. Il décide que ce n'est pas grave puisque Pram est si heureux et se dirige vers la zone suivante. Azeste apparaît de nulle part et explique qu'elle aime changer de rythme de temps en temps. Les choses sont un peu gênantes, alors Désir l'invite à se joindre à son groupe. Azeste interprète d'une manière ou d'une autre son invitation et accepte une revanche pour le tournoi de classement. Désir ne veut pas se battre, mais Azeste révèle que c'était juste une blague hilarante. Désir pense qu'il est impossible de savoir car Azeste semble n'avoir jamais raconté de blague de sa vie. Les deux rejoignent ensuite les autres qui commencent déjà à s'amuser dans une arcade. Pram se concentre très fort sur la machine à pince et ça marche, il obtient un prix. Romantica célèbre avec lui, mais ils sont stupéfaits lorsque Désir amène Azeste avec lui. Azeste échange étrangement sa place avec Pram pour que Pram puisse être à côté de sa personne préférée, Désir. Cela résout presque tout car le petit bizarre est maintenant heureux, mais Romantica n'arrive pas à croire qu'elle a été trahie. Désir propose de jouer au air hockey, mais Pram se fâche à nouveau lorsqu'il se retrouve dans l'équipe adverse. Romantica a été en colère tout ce temps et lance un regard noir directement à Azeste. Le jeu commence et les choses deviennent vraiment sérieuses. Désir rappelle à Romantica qu'il joue contre le meilleur épéiste et chevalier magique de l'académie. Il l'avertit de ne pas baisser sa garde, mais la Romantica défiant dit qu'elle le sait déjà. Elle ne réalise pas à quel point les choses sont sérieuses, cependant, car Pram proclame qu'il va finir le jeu en un éclair. Il ne supporte pas d'être dans l'équipe adverse et veut faire équipe avec Désir lors du prochain match. Pram commence le jeu et Désir doit utiliser son temps de réaction rapide pour renvoyer le palais. Azeste ne la laisse pas passer, mais c'est maintenant au tour de Romantica. Elle l'envoie voler et ça passe juste à côté des deux défenseurs. Ils n'en reviennent pas, mais sont encore plus choqués en voyant que Romantica s'est renforcée. Elle révèle à quel point c'était une erreur pour eux de la défier au air hockey, car elle se spécialise en magie du vent. Elle prévoit de leur donner une leçon ou deux, mais Désir souligne à quel point il est injuste d'utiliser la magie. Azeste ne s'en soucie pas du tout, mais Désir panique car cela signifie sûrement des ennuis. Il a raison car Azeste renvoie le palais, mais utilise sa magie de glace pour changer sa trajectoire. Il marque un point et Désir se souvient à quel point Azeste déteste perdre. Cela ne fait qu'exciter encore plus Romantica, donc le match intense continue. Désir est distrait un instant en pensant à l'avenir, mais Romantica le ramène à la réalité alors que le palais fonce sur lui à toute vitesse. Désir inverse instantanément le sort d'Azeste, détruisant sa glace.
il lance le palais vers eux et marque, impressionnant tout le monde. Azeste est juste contente qu'il soit enfin prêt à prendre le jeu au sérieux et Désir déclare que le vrai jeu commence maintenant. Ensuite, Azeste les remercie de lui avoir offert le changement de rythme qu'elle recherchait, puis elle part. Romantica espère ne plus jamais revoir Azeste, mais les gars lui annoncent une mauvaise nouvelle. Ils lui rappellent qu'Azeste s'entraînera avec eux et qu'ils seront tous dans la classe alpha. Après les vacances scolaires, Romantica et Pram découvrent pour la première fois la salle de classe de la classe alpha. Pram rend les choses étranges à nouveau et montre qu'il a Désir comme fond d'écran sur sa nouvelle tablette. Romantica est excitée pour la nouvelle année scolaire et Désir arrive pour les emmener à l'entraînement du matin. À l'entraînement, ils accueillent leur nouvelle venue, Azeste, et commencent par quelques étirements. Ils passent à l'escrime, mais Romantica est mécontente quand Azeste tient tête à Pram. Azeste échoue à mettre une balle dans un cercle, alors Romantica s'avance pour lui montrer comment une pro le fait. Romantica est assez satisfaite d'elle-même, mais Désir révèle qu'il a plus de balles pour elle. Romantica s'est beaucoup entraîné cependant et met facilement toutes les balles dans le cercle. Désir révèle qu'il a encore plus de balles, mais Romantica en a assez. Finalement, l'entraînement est terminé et Azeste complimente Désir sur son style d'entraînement. Elle souligne qu'il identifie les forces de chacun et s'adapte en conséquence. L'entraînement du matin est maintenant terminé et ils se retrouveront après l'école. Romantica est épuisée d'avoir joué avec les balles de Désir, alors elle lui demande s'il peut y aller plus doucement lors des entraînements du matin. Malheureusement, ils ne peuvent pas se relâcher, car ils manquent de temps et la prochaine bataille sera un vrai combat. Si quelque chose tourne mal, il pourrait perdre la vie. Ce sera difficile, mais il a besoin qu'ils deviennent plus forts. L'équipe de Désir croit qu'il les mènera là-bas et ils s'enthousiasment tous pour l'avenir. En classe, le professeur explique que la bataille entre l'humanité et le monde des ombres continue toujours. Le désastre qui se répète chaque année continue de nuire à leur monde. En raison de cette érosion, leur continent n'est maintenant plus que la moitié de ce qu'il était. D'un autre côté, leur taux de réussite pour nettoyer les mondes de l'ombre est de 99,9%. Ils ont pu arrêter la contamination des mondes de l'ombre grâce au pouvoir des gemmes magiques. Les gemmes magiques apparaissent lorsqu'un monde de l'ombre est nettoyé et elles contiennent une quantité incroyable de mana. Cependant, ils ne peuvent pas être utilisés tels qu'ils sont trouvés. Un processus a été inventé il y a plusieurs années qui leur permet d'utiliser le pouvoir. En conséquence, le mana produit a donné naissance à beaucoup de technologies. L'instructeur a demandé aux étudiants qui a inventé ce processus et appelle Romantica qui s'endormait pour répondre à la question. Heureusement pour elle, notre garçon Désir lui donne la réponse et elle parvient à se sauver de l'embarras. Le cours se termine. Mais Désir va présenter son équipe au professeur Prelude. Elle est étonnée par les rangs uniques, même la dormeuse, Romantica. Prelude est surprise d'entendre que Désir a besoin d'une faveur, alors il se dirige vers son bureau. Prelude suppose qu'il a besoin de soutien pour son groupe. Chaque groupe est éligible pour recevoir un soutien de l'académie et de la tour magique, mais malheureusement, la date limite est passée. Ce n'est pas du tout ça, et Désir lui remet un formulaire de demande. Désir veut qu'elle assigne son groupe à la garde d'une certaine branche de la tour magique. Prelude est un peu surprise qu'il veuille protéger la tour, mais elle refuse, simplement parce qu'elle n'a aucune raison de l'autoriser. Elle s'excuse, mais veut savoir pourquoi il en parle. Désir révèle alors qu'il sait qu'une pierre magique appelée la larme d'Arjornal est stockée à la succursale de Hareli. Prelude est choqué et exige qu'il lui dise comment il le sait. Désir la choque encore plus en déclarant que dans 10 heures, un certain groupe va essayer de la voler. L'incrédulité de Prelude continue et Désir révèle que ce groupe s'appelle les Zooters. Le choc de Prelude est tel qu'elle frôle la crise cardiaque car elle ne peut pas croire à quel point Désir en sait. La larme d'Arjornal et l'existence des Zooters qui sont après les gemmes magiques. Ces informations sont top secrètes. Désir était dans la classe bêta il y a seulement quelques jours, donc elle ne peut pas comprendre comment il pourrait tout savoir. Désir n'a pas le temps d'expliquer et déclare qu'ils doivent faire quelque chose avant que les gemmes magiques ne soient volées. Désir demande encore une fois qu'elle leur permette de protéger la branche, car elle est la seule à pouvoir le faire pour eux. 10 heures plus tard, au siège de la tour magique, nous voyons un visage familier du futur. Le mage savant nommé Maître Z. Un homme paniqué l'informe que la branche de Hareli est attaquée. Maître Z va vérifier qui protégera la branche et voit que c'est un étudiant qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Quelque part à l'extérieur de la tour, un gars court avec un tas de pain dans les mains. Il heurte un grand type et tombe, mais l'étranger parvient à faire léviter la nourriture. Le gamin s'excuse auprès de ce type vraiment sérieux, mais le gars dit que ça va et se demande juste si le gamin est blessé. Le gamin va bien, alors le type étrange aide le petit gamin faible à se relever.
Il veut savoir pourquoi le gamin est si pressé, alors le gamin révèle qu'il a un petit frère qui l'attend à la maison. Son frère meurt de faim, alors le grand gars lui recommande de se dépêcher de rentrer. Avant de le laisser partir, cependant, le grand type dit que le gamin devrait être plus prudent car les choses deviennent très dangereuses la nuit. La situation change alors complètement lorsque le grand type laisse tomber le pain par terre et l'écrase. C'est exactement le genre de problème dont il parlait, alors le type dit d'être plus prudent la prochaine fois. Alors que le gars s'en va, quelqu'un apparaît à côté de lui, se demandant s'il devrait mettre fin à la vie du gamin. Le gars décide de le laisser vivre, et nous voyons qu'il se dirige vers la tour de la magie. Après son départ, nous voyons que ce gamin faible est en fait Désir. Le grand type arrive à l'entrée de la tour de la magie où il met son masque. Il dit à ses sbires qu'il est temps de commencer et son immense armée se révèle. Il y a un nombre incalculable de soldats et le grand type les fait tous préparer des sorts. Il leur dit de tirer, alors des sorts de feu et de glace pleuvent sur la tour de la magie. Un puissant bouclier protège l'endroit, mais le grand type ne s'attendait à rien de moins de la grande tour de magie. La magie défensive est incroyablement puissante, mais ce type est sûr qu'il peut percer. Il appelle une autre vague de ses hommes et déclare que la défense de la tour ne peut pas bloquer deux types d'attaques différents à la fois. La deuxième vague utilise des attaques physiques sur la tour et le grand type dit à tout le monde de maintenir la pression. Toutes les attaques exercent une pression immense sur la barrière, et elle finit par se briser. Les sbires se précipitent tous à l'intérieur, et certains gardes à l'intérieur interceptent les intrus. Le grand chef ordonne à ses hommes de les éliminer tous, et les sbires bloquent facilement la faible petite attaque des gardes. Des combats à l'épée éclatent partout, mais le grand patron nommé Kraken remarque que les gardes portent une armure. Kraken avance à travers la bataille et se dirige vers Invisible. Les gardes à un autre étage vont aider les autres, mais Kraken apparaît après leur départ. Krakenless traite tous de fous, mais réalise qu'il y avait quelque chose d'étrange dans leur comportement. Il arrive à destination et nous voyons que sa cible est la larme d'un journal. Kraken fait entourer le joyau magique par ses hommes et ils utilisent tous les sorts possibles pour attaquer sa barrière. Leur attaque échoue, alors Kraken dit à tout le monde de s'écarter pour qu'il puisse s'occuper des affaires. Il utilise un sort appelé Rage de la Terre et détruit complètement la barrière. Il écrase aussi la boîte et est stupéfait par la beauté du joyau de haut niveau. À ce moment-là, tout le monde est choqué lorsqu'une voix féminine les appelle les extérieurs et leur dit d'arrêter ce qu'ils font. La voix féminine s'avère être Pram et il leur dit de se rendre. Ils se demandent tous ce qu'un enfant fait là et Kraken cache le joyau. Il veut savoir comment cet enfant savait qu'ils étaient des Houteurs. Et Pram peut instantanément dire que ce type masqué est vraiment fort. Pram ne lui répond pas, alors il ordonne à ses hommes d'éliminer l'enfant. Ils essaient d'utiliser de la magie pour faire le travail, mais Pram l'évite habilement, impressionnant Kraken. Pram analyse ses adversaires et détermine qu'il y a 2 épéistes et 4 mages. Leur pouvoir semble être égal à celui de Romantica, et Pram détruit facilement leur magie. Les sbires décident de rester en retrait puisque Pram semble être fort contre la magie, mais ils ne réalisent pas que notre garçon est aussi un bon combattant au corps à corps, et qu'il peut rapidement réduire la distance. Kraken en a assez de voir un petit garçon détruire ses hommes, alors il utilise un sort d'entrave pour arrêter Pram dans son élan. Avec Pram incapable de bouger, Kraken utilise un sort de terre pour créer un point et frapper Pram en plein ventre. Kraken félicite le petit garçon pour son talent, mais souligne qu'il n'a tout simplement pas assez d'expérience. Kraken utilise un sort de chaîne pour essayer de le capturer, mais Pram lui dit que c'est trop lent. Il s'avère que ce n'est qu'une distraction, car il capture Pram avec un autre sort. Kraken peut dire que ce gamin est un étudiant de Hébrion, donc il veut qu'il apprenne de cette expérience. Cependant, il précise qu'il devra d'abord survivre à cette prochaine attaque. Pram est dans une très mauvaise posture, alors que les hommes de Kraken lancent leur attaque, mais Romantica parvient à le sauver juste à temps. Elle reste cachée, donc tout le monde est vraiment confus, et elle met une raclée à ses gars. Un gars se sacrifie même pour sauver Kraken d'un coup. Kraken remarque que les attaques ne sont pas assez puissantes pour pénétrer l'armure, mais elles causent tout de même de sérieux dégâts. Kraken bloque facilement d'autres de ses attaques et poursuit son analyse. La précision, la vitesse et le nombre de sorts le font se demander s'il y a plus d'un attaquant. Cette attaque, combinée avec le comportement étrange des gardes, le fait se demander s'ils savaient d'une manière ou d'une autre qu'ils arrivaient. Kraken se rappelle de rester concentré sur l'objectif et dit à tous ses sbires de le couvrir. Les murs autour de Pram s'effondrent et Kraken dit au revoir à son adversaire. Pram détruit quelques types en chemin pour arrêter Kraken, mais il est juste accueilli par un autre sbire. Pram surpasse presque celui-ci aussi, mais Kraken préparait un sort avant de partir. Pram est repoussé, mais ce n'était qu'un contretemps momentané.
Pram avance alors de nouveau, mais Kraken a des quantités infinies de magie. Il est aussi une sorte de tyran, car sa prochaine attaque manque Pram, mais envoie son propre sbire tomber à travers le sol. Pram n'en revient pas que ce type fasse ça à son propre soldat, mais Kraken révèle qu'il y a plein de remplaçants. Pram essaie d'attaquer ce méchant mais échoue, et Kraken lui dit que bien que son épée soit bonne, ses attaques sont inutiles. Kraken commence à s'entourer de rochers, alors Pram fait de son mieux pour essayer de percer. Kraken dit que c'est sans espoir car les rochers continuent d'arriver, et il est déçu que Pram n'ait pas plus de mouvement. Non seulement cela, mais il a découvert d'où viennent les autres attaques, et il force Romantica à sortir de sa cachette. Kraken ne s'attendait pas à ce que des enfants interrompent son plan et il se demande qui les dirige. Il est clair qu'il savait qu'ils venaient et il veut savoir comment. Il refuse de répondre, mais Kraken les avertit que s'ils ne lui disent pas, il leur fera vivre quelque chose de plus terrifiant que la mort. Romantica n'a pas peur de ces menaces, alors il l'attaque. Pram doit la sauver, alors il dit à Romantica d'arrêter de provoquer le type. Romantica n'aime tout simplement pas ce type maléfique et lui lance des boules d'air en montrant un contrôle impressionnant. Kraken la complimente sur sa précision, mais explique qu'elle manque de puissance. Romantica le frappe en plein visage avec une pierre et le remercie pour la leçon. Les deux s'attaquent, mais ils s'annulent mutuellement. Pram essaie d'attaquer à travers la confusion, mais Kraken en a fini de jouer avec ses enfants. Il prépare une autre attaque que Romantica peut dire vraiment dangereuse, alors elle dit à Pram de s'éloigner. Kraken utilise une version plus puissante de Earth Rage, détruisant toute la pièce. Kraken s'en va et nous voyons que nos héros ont à peine réussi à survivre. Ils ont complètement perdu et ont réalisé que le gars était vraiment fort. Pour une raison quelconque, il ne semble pas du tout contrarié et pense juste que Dessart doit les entraîner davantage. Nous voyons alors pourquoi ils ne sont pas contrariés, car ils se demandent s'ils ont bien rempli leur part du plan. En bas de la tour, Kraken célèbre sa victoire, mais pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit préparé pour son raid. Il attribue cette préparation à Zod, mais il est juste content d'avoir réussi sa mission. Bien sûr, il est super choqué quand Dessart apparaît pour l'arrêter. Kraken réalise que c'est le gamin de tout à l'heure, et Dessart le remercie pour leur petite rencontre. Dessart se transforme en une sorte de comédien en disant à Kraken qu'il est là pour récupérer le paiement pour le pain qu'il a écrasé. Kraken ne comprend pas comment Dessart l'a trouvé, alors Dessart lui montre. De la magie émane de sa main et Dessart explique qu'il a marqué Kraken avec son mana lorsqu'ils se sont serré la main plus tôt. Kraken a enfin les réponses à toutes ces questions car il est maintenant clair que Dessart était la raison pour laquelle tout le monde était au courant de son raid. Kraken rit de bon cœur en complimentant le geste de Dessart, surtout qu'il est si jeune. Kraken devient rapidement sérieux et dit à Dessart qu'il regrettera tout. Il prépare une attaque appelée Point de la Destinée qui se répand dans tout le tunnel. Des tonnes de points émergent des parois du tunnel, mais Kraken est stupéfait lorsque Dessart les détruit tous. Dessart a fait ses preuves, alors il dit à Kraken qu'il est temps pour lui de rendre ce qu'il a volé. Kraken essaie plusieurs fois d'attaquer Dessart, mais il échoue à chaque fois et commence à se demander si Dessart inverse ses sorts. Kraken détermine qu'inverser les sorts serait impossible, alors il tente une attaque encore plus grande. Dessart neutralise facilement cette attaque aussi et rappelle à Kraken que tous ses efforts sont inutiles. Dessart s'approche de cet imbécile, mais Kraken menace de détruire le joyau s'il s'approche davantage. Il ne veut pas que Dessart fasse un pas de plus, mais Dessart n'est absolument pas dérangé. Il dit à Kraken de faire comme bon lui semble et déclare avec colère que Kraken peut essayer de faire ce qu'il veut. Kraken est déconcerté par ces mots, mais reprend son calme et se demande qui Dessart pense être. Il essaie de contrer la prochaine attaque de Dessart, mais se retrouve, à sa grande surprise, sous le contrôle gravitationnel de Dessart. Kraken est de nouveau incrédule et explique que personne ne peut utiliser la magie de ce cercle à une telle vitesse. Dessart reprend le joyau et Kraken est stupéfait de voir que Dessart est capable de puiser du mana dans le joyau non traité. Notre Dessart est aussi impassible que jamais en disant à Kraken qu'il n'a pas besoin de savoir comment il fait et commence à l'écraser. Dessart le pousse plus loin dans le sol, mais Kraken parvient à toucher son masque et cela arrête le sort de Dessart. Une puissance immense jaillit du corps de Kraken, le transformant en quelque chose qui ressemble à une bête magique. Kraken révèle qu'il est maintenant une bête magique et envoie Dessart voler d'un coup de poing. Dessart a pu se défendre à temps, mais Kraken enchaîne avec une attaque encore plus féroce. Kraken détruit l'attaque que Dessart a réussi à lancer et devient encore plus enragé. Dessart esquive maintenant les attaques à gauche et à droite et parvient finalement à riposter avec une puissante attaque de feu. Kraken est incroyablement puissant maintenant cependant et utilise sa magie de la terre pour envoyer Dessart voler à nouveau. Kraken explique qu'un sort au niveau actuel de Dessart ne pourra pas le blesser, donc il va maintenant laisser Dessart décider comment il veut mourir.
Ses seules options sont par magie ou par points. Kraken charge instantanément Dessar et refuse de lui laisser le temps d'inverser quoi que ce soit. Dessar fait de son mieux pour éviter les attaques, mais Kraken est implacable. Dessar parvient de justesse à éviter d'être transpercé et Kraken le complimente pour sa persévérance. Kraken déclare que c'est fini pour lui maintenant et commence à invoquer une arme. Dessar l'inverse, mais ne parvient pas à l'arrêter. L'arme de Kraken est complète, alors il exige que Dessar meure déjà. Il attaque de toutes ses forces, alors Dessar utilise plusieurs sorts défensifs pour essayer de l'arrêter. Kraken refuse d'être retenu et pousse encore plus fort, détruisant toute la zone. Kraken revendique la victoire et rit de bon cœur en déclarant que Dessar n'aurait jamais dû défier les auteurs. Juste à ce moment-là, Kraken est choqué car son arme s'effondre en morceaux. Dessar est étonnamment indemne et il explique que le sort de Kraken était très rare. C'est la raison pour laquelle cela lui a pris plus de temps que d'habitude, mais il a finalement appris à l'inverser aussi. Bien sûr, Kraken est choqué, mais il est trop tard car Dessar commence à le démonter. Kraken doit terminer le combat rapidement, mais Dessar utilise un joyau et crée une boule de feu. Cette boule de feu est incroyablement puissante et elle détruit complètement Kraken. Le Kraken vaincu se demande qui est Dessar, mais Dessar pense qu'il ne le sait même pas. Nous avons un aperçu du futur de Dessar, et il pense à ce qu'il sait, c'est le rôle qu'il a en ce moment. Les amis de Dessar arrivent et ils célèbrent tous leur victoire. Au siège de la tour magique, une dame se demande si Dessar est sûr de sa récompense choisie pour avoir protégé Rejournal. Dessar est certain et révèle qu'il a toujours voulu jouer aux échecs contre le maître de la tour magique. La dame pense que c'est une demande assez étrange, mais révèle que le maître est lui-même assez étrange pour accepter la demande. Dessar arrive à destination et est accueilli par son vieil ami du futur, le maître de la tour magique, Zod Exerion. Dessar pense qu'à présent et aussi dans le futur, Zod est sans aucun doute le mage le plus puissant qui existe. Au-delà de cela cependant, il est l'ami irremplaçable de Dessar. Dessar lui dit qu'il est un peu nerveux et les deux s'assoient pour jouer aux échecs. Zod aimerait pouvoir se plonger dans leur partie, mais explique qu'il a une réunion dans 27 minutes. Zod est alors stupéfait lorsque Dessar révèle qu'il aimerait jouer en utilisant la méthode Urbal. C'est une demande étrange car Zod explique que peu de gens ici savent jouer selon ses règles. Zod accepte sa demande et modifie un peu le jeu. Dessar se souvient de l'avenir et explique à Zod qu'un vieil ami lui a appris à jouer avec ses règles. C'était assez difficile, mais c'était un bon souvenir pour lui. Les deux commencent à jouer et Zod se rend vite compte que Dessar est très doué. Cependant, Zod prend l'avantage dans la partie et explique que Dessar a encore beaucoup à apprendre. Zod détermine qu'il arrivera certainement à sa réunion à temps si les choses continuent ainsi, mais Dessar déclare qu'il aimerait qu'il fasse un pari. Le perdant devra exaucer un vœu au gagnant. Zod pense que c'est une mauvaise idée puisque Dessar n'est qu'un étudiant et qu'il n'y a aucun moyen possible pour lui d'accorder quoi que ce soit que Zod souhaiterait. Dessar aperçoit alors des gemmes non traitées et demande à en utiliser une. Dessar extrait ensuite le mana de la gemme à main nue, choquant Zod. Zod veut désespérément savoir comment Dessar a accompli un tel exploit, mais Dessar lui dit que la réponse sera le souhait qu'il accordera à Zod pour avoir gagné. Zod accepte et se demande ce que Dessar souhaiterait s'il gagne. Dessar dit mystérieusement qu'il le découvrira une fois qu'il aura gagné, donc le pari est fixé et les deux continuent leur match. Ailleurs, Azès est assise à l'extérieur d'une maison pendant qu'une fête se déroule à l'intérieur. L'instructeur de Blue Moon se demande pourquoi elle n'est pas là-dedans à travailler la foule et révèle qu'il y a plusieurs rumeurs désagréables qui circulent. C'est parce qu'elle a perdu au tournoi de classement, donc il pense que c'est sa responsabilité de clarifier les choses. Azès le choque alors en révélant qu'elle s'en fiche vraiment. Ils ont perdu à la loyale, donc il n'y a pas de raison de le cacher ou de mentir à ce sujet. L'instructeur se met en colère en lui rappelant quelle est la raison de leur défaite. Si elle a un problème avec le fait de le couvrir, alors il déclare qu'elle doit quitter le groupe Blue Moon. Azès pense à tous les nouveaux amis qu'elle s'est fait et décide que quitter le groupe Blue Moon est en fait une idée fantastique effacée. Ailleurs, Désir complimente ses amis sur leur performance contre les extérieurs. Grâce à eux, ils ont pu récupérer la larme de Wargeno. Romantica fait semblant d'être satisfaite aussi, mais devient très sérieuse. Elle souligne que ni Pram ni elle n'avaient la moindre chance contre Kraken. Romantica déclare qu'ils doivent devenir plus forts, mais sait que c'est ce que Désir voulait dire depuis le début. Pram se demande quelque chose et finit par demander pourquoi Désir les entraîne si durement pour devenir plus forts. Désir les choque alors en révélant que dans 12 jours, un monde d'ombre apparaîtra et qu'ils seront envoyés pour le conquérir. Ce ne sera rien comme les simulations qu'ils font à l'académie.
S'ils échouent, alors le monde se rapprochera de sa fin et ils perdront tous la vie. Désir refuse de laisser cela se produire car il ne laissera personne mourir. Romantica a fini par réaliser que les choses que Désir dit se réalisent généralement. Même s'il est dans le cercle le plus bas, il est d'une manière ou d'une autre super fort. Il a déjà correctement prédit plusieurs choses, donc Romantica veut des réponses, Désir se prépare à lui répondre, mais elle l'arrête de manière surprenante. Elle veut désespérément connaître son secret, mais rappelle à Désir ce qu'elle a dit lorsqu'elle a rejoint leur groupe pour la première fois. Romantica leur a dit qu'elle découvrirait son secret quoi qu'il arrive, donc elle ne veut pas qu'ils le lui disent. Désir la taquine un peu, car il est certain qu'elle veut savoir. Mais ils rient tous de bon cœur. Désir redevient sérieux pour leur rappeler qu'ils doivent devenir plus forts, y compris lui-même. Il demande à ses amis de rester à ses côtés, et ils acceptent. L'anime enchaîne ensuite avec un très long montage. Désir continue d'entraîner Romantica et Azest finit par aller le rencontrer. Pram s'entraîne avec une tête d'algue que nous n'avons jamais vue auparavant, mais il pourrait s'agir de son père perdu depuis longtemps qui est finalement revenu avec le lait. Azest semble ignorer son ancien groupe et s'entraîne avec Désir. Pram finit par surpasser son nouvel entraîneur, tandis que Désir semble débloquer un pouvoir caché chez Romantica. Azest termine également son entraînement et se retrouve dans une situation assez gênante avec Désir. Finalement, le jour prédit par Désir arrive et les alarmes retentissent. Une annonce d'urgence confirme qu'un monde d'ombre est apparu. Tous les étudiants sont priés de se rendre à l'auditorium. Nous voyons ensuite Romantica qui aime vraiment porter l'uniforme de combat de l'école. Désir dit à ses amis qu'ils ont tous les deux l'air super et ils arrivent à la porte de téléportation. Azest arrive pour les rejoindre et Romantica l'accepte enfin en réalisant qu'ils auront besoin d'elle. Désir est certain que c'était le moment exact pour lequel il a été renvoyé dans le temps et il est déterminé à changer leur destin. Il s'assure que tous ses amis sont prêts pour ce qui va arriver et proclame qu'ils vont sauver le monde. Merci d'avoir regardé ce récapitulatif complet de la saison 1. Inscrivez-vous à ma newsletter gratuite si vous voulez soutenir la chaîne. Le lien est dans la description.